Frantz Fanon. Problématique. Frantz Fanon est problématique. Frantz Fanon avait une femme blanche. Il est lesbien psychiatrique. Je veux bien croire qu'il a été important pour l'antiracisme. Mais quand même. Mais il avait une femme blanche. Tu n'es pas dans le Black Love, comment peux-tu être crédible? Nous, on est fatigués. Femme blanche. Pourquoi le truc de la meuf blanche de Fanon? Mais c'est juste qu'il y a des gens qui ont tweeté vous parlez tous de Frantz Fanon, mais quand même, n'empêche qu'il était avec une meuf blanche, c'est un peu contradictoire avec le fait d'être peut-être bien en Oui, antiracisme. ça nous fait rire et on blague sur ça. Mais ça, moi, je suis désolé, c'est la bassémisation. C'est la bassémisation. Oula. Bah, gros, désolé, mais être anti-métissage, c'est quand même un truc qui est marqué normalement. Après, il y a des gens, tu faut comprendre pourquoi certains, ils parlent du Black Love et de comment t'as des gens qui s'en battent les couilles. Mais après, individuellement, il faut juger personne. Donc, on en revient au fait que, quand c'est Frantz Fanon... Oui, ça n'a aucun sens. Bah voilà, oui. Tu parles de Frantz Fanon, tu parles pas de non, mais moi, je trouve ça intéressant de parler de racisme intériorisé. Tu parles pas des footballeurs... D'ailleurs, Frantz Fanon en parle. Ouais. Tu lis Frantz Fanon, il le dit. Il dit, même moi, quand je suis avec une blanche, genre, je vois que c'est aussi quelque part mon devenir blanc, mon envie d'être blanc qui parle et tout. Enfin, même lui, il est wokis sur ça. C'est ça qui me fait rire, c'est qu'il s'attaque. Ah oui, donc voilà, donc on en revient. Voilà, donc ça, on est d'accord que c'est ça le problème. C'est genre, retire ça sur France. Deux tweets, vous êtes en boucle. Alors, c'est le truc dont tout Twitter... Non, mais après, les gens, on a le droit de blaguer. C'est notre façon avec Raz, où un truc nous fait rire, on le dit 1000 fois. C'est juste la petite voix avec le fait de dire femme blanche. Surtout que la première méta, c'est quand même, il est psychiatre. Alors que c'est celui qui a dit justement que c'est normal que quand les gens ils sont colonisés, ils aient mal, enfin ils se sentent mal, mais qu'en fait c'est un problème politique. Ils savent pas lire un extrait, mais même sans lire un extrait, en fait. Non mais je pense qu'ils n'ont rien lu les gens. Je pense qu'ils ont découvert parce qu'il y a un film et qu'ils se sont permis de dire un truc parce qu'ils ont des takes Netflix essentialisantes bizarres et c'est leur manière de penser la politique et c'est tout. C'est ce qui s'est passé. C'est ça qui est drôle parce qu'en fait le truc tu vois c'est qu'en soi c'est pas grave, on s'en fout, c'est limite comique. Mais par contre ça révèle leur logiciel politique. Et leur logiciel politique, il est extrêmement limité. Et du coup, ça devient... L'exemple est tellement caricatural que c'est à mourir de rire. Mais c'est juste que par contre, des fois, ils vont dire des mêmes choses sur des trucs qui sont un peu moins caricaturales que Frantz Fanon. Et là, vous allez tomber un peu plus dans le piège. Donc, posez-vous des bonnes questions. La politique de l'identité permanente et de l'individu. C'est infernal. C'est infernal. Ça me rend vraiment... ça me fait vomir. J'en peux plus de cette méta. Ça vous arrive que l'actualité politique impacte votre morale? Bah ouais, bien sûr. Bah oui. Mais vous aussi, non? Mais en même temps, attends. La question, elle me paraît conne. Genre là, il y a un crack boursier. Oh, moi, je vais super bien. Bah ouais. J'ai pu acheter quelques ETF, tout va bien. Les gens, il y a Marine Le Pen, t'as la moitié du pays qui lui suce la bite parce qu'elle est inéligible. Bardella, il a même pas perdu de voix. Ils ont un second tour gratos. Le RN, il est à 35%. Le premier opposant de gauche, il est à 10, les gens, tout est badant. Et pendant ce temps, les gauchistes sont obsédés d'aller voir si Jean-Michel sur TikTok a pas dit un truc de merde. Genre, c'est vraiment, c'est... 75 informations dans ma TL, je demande pourquoi je vais pas bien. C'est l'enfer, les gens. Genre, les gens sont tellement dans le déni de la montée du fascisme que c'est de la chasse permanente à l'intérieur de la gauche pour des trucs de merde. Désolé, autour de moi, c'est des militants, ça tourne autour de faire les flics à gauche. Ah, bien sûr. C'est évident, mais parce que les gens c'est le logiciel politique hégémonique en ce moment. C'est la pensée de flic. Mais parce que tu peux pas faire autrement, la plupart d'entre eux, ils ont l'impression c'est le moyen de se légitimer le moyen facile de se légitimer dans un milieu militant pas formé et face à la défaite permanente, c'est de faire le flic à l'intérieur de ton milieu. Bah après, c'est quand même les milieux étudiants jeunes, frère. C'est moins le cas. C'est moins le cas de c'est pas vrai, quoi. Dès que tu vois des gens un peu plus âgés, des milieux militants, où les gens ils ont un peu de bouteille, ou alors quand ils sont dans des partis ou dans des organisations, ils pensent pas du tout comme ça. Il n'y a pas de contre-discours clair, mais il n'y a pas une adhésion majeure à ça non plus. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Et le problème, c'est que le contre-discours qui est fait, soit les gens s'en battent les couilles, soit souvent c'est fait par des gens pour se défendre. Et du coup, vu que c'est pour se défendre, vous voulez plus écouter parce que voilà. Mais si seulement c'était que Twitter, je tape dans le milieu associatif, les gens sont constamment. Je trouve il faut garder un peu de hauteur. C'est bon, c'est pas si vrai non plus. Genre, je pense qu'il y a un pourcentage très visible et très bruyant de gens matrixés, mais que t'as plein de gens qui s'en battent les couilles aussi. Oui, non, mais ça, je dis pas le contraire. Genre, je pense que tu vas sur un marché où il y a que des fans de Mélenchon là, et tu leur parles des woke, qui vont te dire c'est de la merde, quoi. Alors que pourtant ils veulent Mélenchon.
ils sont tout à fait conscients des enjeux économiques, du racisme, tu vois. Ils vont trouver que c'est ridicule. Bah ouais, c'est bon, tout le monde n'est pas avachi sur TikTok à polariser son opinion pour des likes. Et puis surtout, en fait, le truc aussi, c'est ce dont on parlait un peu hier, là, tu sais, c'est le truc reward aussi. T'as un reward, tu fais quelques likes en faisant ça, c'est très réseaux sociaux au final. Moi, je trouve que c'est très internet, c'est très infernet en fait. Surtout si t'as eu une petite vie de privilégié bien rangée, c'est facile de jouer à ce jeu-là et d'en tirer de la légitimité. Alors que si t'as une vie un peu chelou, de marginalité ou de gens de prolétaires ou de tout ce que tu veux que t'as mis dans des situations compliquées, c'est ces gens-là qui vont être les plus susceptibles à être critiques avec ce discours. Mais du coup, les gens l'acceptent pas parce qu'ils se disent oui, mais toi, dans ta vie elle est un peu sale. Bah oui, c'est parce que ma vie elle est un peu sale que je trouve que ton idée de merde d'aller chercher la saleté partout pour faire disparaître les gens, c'est une idée de merde. Mais oui, bien sûr que la gauche, être de gauche, c'est l'opportunité d'être défendu. Genre, c'est vraiment la construction de la gauche, c'est d'aller prendre des gens et de les aider, et de les défendre et de trouver des trucs pour les sortir de leurs conditions. Et les sortir de ta condition, c'est des fois, c'est des conditions qui te font du mal à toi et c'est aussi des conditions où parfois tu fais du mal aux autres et des fois, c'est même les deux en même temps. Spoiler. Et ça c'est impossible à parler de ça, quoi. Justifier que tu te victimises. Mais bien sûr que tu te victimises, parce que t'es aussi victime. Bah oui, tu te justifies. Moi, en fait, ça, le truc de depuis quand les gens n'ont pas le droit de se justifier. Depuis quand, dans la société, on a décidé que tu pouvais pas te justifier et raconter ce que t'étais dans sa totalité. Depuis quand on a dit qu'il fallait pas faire ça? Depuis quand c'est normal de dire à des gens, tu n'as pas le droit de t'exprimer sur ce que t'as vécu, sur ce que t'as subi, sur ce que ça a fait sur toi, sur ce que ça a eu comme effet sur les autres. Depuis quand on se dit que c'est pas bien? Genre, c'est vraiment, mais tu sais, genre vraiment, mais en plus, c'est un truc qui date de Beauvoir, quoi. Le bail victime et bourreau. Non, il faut encore expliquer, c'est pas excuser. Moi, en fait, limite, j'ai envie de devenir un valse, mais dans le bon sens. De dire, bah, si expliquer, c'est excuser. Voilà, allez hop. Ah oui, moi, je trouve que justement, expliquer, c'est excuser, au moins en partie. Et est-ce que excuser veut dire que tu considères que ce que t'excuses est une chose pas grave ou pas importante? Est-ce que tu considères que l'excuse sous-entend la non-gravité ou le non-intérêt pour la chose que t'excuses? Bah non, expliquer, c'est un peu excuser, désolé. Quand t'arrives à expliquer un truc, bah évidemment que tu l'excuses un peu. C'est la tech de la gannerie. Non mais la gannerie sur ça, elle est trop forte. Surtout la gannerie là où il est intéressant, il dit le problème à gauche, c'est que on est compatissant et on excuse l'excusable. Il y a un extrait... excuse qui est facile à excuser, quoi. Il y a un extrait qui est pas mal... qui a été découpé, attends. Je vous conseille d'aller l'écouter. Moi, j'ai lu son bouquin, là, il est vraiment incroyable. Je l'ai lu le début du mois dernier. Et je vous conseille d'aller écouter ses interventions si jamais vous êtes des flemmards de la lecture. Si je dis, comme Pierre Bourdieu le montre, que les enfants des classes populaires sont prédisposés à échouer dans un certain nombre d'examens, comme le baccalauréat ou les filières générales, personne ne va dire ils sont responsables d'avoir raté le bac. Ça viendra à l'idée de personne. On sait bien que la détermination sociale lève la problématique de la responsabilité. Sinon, à gauche, oui. Si je dis la détermination sociale des classes populaires a pour conséquence qu'ils vont s'habiller de telle manière, aimer tel chanteur plutôt que tel autre, aller plutôt au foot qu'à l'opéra, etc. Tout le monde va dire bah oui, évidemment, et vous n'allez pas dire à une ouvrière, elle est responsable de ne pas aller à l'opéra. Personne ne veut dire ça. Mais bizarrement, ce raisonnement qu'on accepte pour tout un tas de faits, dès que le code pénal arrive, on arrête. C'est-à-dire qu'il suffit que l'État ait catégorisé une action pour criminelle pour qu'on n'ose plus le penser sociologiquement. Et donc, je dis dans mon livre que le code pénal, c'est pas seulement qu'il interdit un certain nombre d'actions, c'est qu'il interdit de les penser sociologiquement. Et oui. Et si jamais vous dites, et la statistique qui est vraie, que 90% des homicides sont commis par les fractions précarisées des classes populaires, et que 90% des victimes y appartiennent aussi, et que c'est montré dans toutes les statistiques des pays occidentaux, là tout d'un coup, si vous dites, comme moi, c'est la preuve que l'homicide s'inscrit dans des déterminations sociales et que les individus sont pas responsables des meurtres qu'ils ont commis, on va le pas responsable, oh putain. On va regarder avec des gros yeux, on va oh le malade. Pourquoi est-ce qu'on ne le jugerait pas, etc. Alors que si j'avais dit pareil sur ses consommations, ses choix vestimentaires, la bière qu'il aime boire et ses goûts politiques, on aurait totalement accepté le raisonnement. J'adore, c'est qu'il leur met le nez dans leur caca déterministe. Là, c'est pas l'extrait le plus radical qu'il y a de lui sur le sujet en ce moment. Oui. Alors, notamment mais en fait, tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle quand j'avais 15 ans et que je devenais de gauche. Je devenais de gauche parce que c'était ça. Les gens défendaient tous les pires trucs. Gros, défendaient la drogue, défendaient les putes, défendaient les criminels, défendaient les dealers, défendaient le droit d'être bizarre, l'art, le fait que l'art pouvait dire n'importe quoi, le fait que l'humour pouvait
pouvait insulter la religion, les gens, absolument tout. Enfin, tu sais, tu vois, cette espèce d'esprit-là, quoi. Tu te disais, putain, et toujours de manière argumentée, toujours avec, tu vois, et puis de la complexité. C'est-à-dire que je voyais aussi qu'il y avait une évolution, que des fois, il y avait de la D, mais qu'après, ça évoluait et tout. Le mec compare un 5 sur 20 en maths avec un crime. Bah, peut-être que des fois, il t'a le même, hein. Celui qui a 5 sur 20 en maths peut commettre le crime derrière. C'est marrant parce que vous avez le réflexe qui dit que ça me fait rire. Non, mais surtout, moi, je trouve que c'est pas le meilleur extrait de lui. Je trouve que celles sur les autres trucs, là, sur son dernier, ils sont encore mieux. Parce que je le vois Après, souvent moi, sur TikTok, pour avoir lu son bouquin, en fait, je trouve ça trop bien. Parce que de toute façon, c'est son postulat, c'est de dire que c'est un préjugé, mais vraiment au sens strict du terme. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne soumet même pas à notre jugement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en mode un criminel égale prison. Voilà. C'est un truc, la justice, c'est un truc qu'on ne réfléchit même plus, ou à peine. Donc, c'est vraiment le pur préjugé. C'est ça le préjugé. C'est que tu l'interroges même pas. Tu poses aucune question. Donc, lui, à partir de là, il dit, bah, en vrai, si on applique si on a un certain, lui, ce qu'il appelle du réalisme sociologique, bah, on se rend compte qu'il y a quand même un ensemble de déterminations qui peuvent expliquer des tas de choses qu'on peut trouver, qu'on va qualifier de délits ou de crimes, qui sont en vrai déterminés sociologiquement, qu'on peut tout à fait expliquer, et qu'en vrai, au lieu de se consacrer à essayer de les comprendre et à essayer de mettre par exemple en place des politiques qui permettraient de diminuer ce genre de choses, bah, on préfère punir un individu et de continuer d'appliquer une sorte de façon de faire qu'on appliquait déjà avant. Il fait un parallèle intéressant, il dit qu'en vrai, c'est comme si, alors que la médecine a évolué, qu'on continuait d'amputer un membre alors qu'on sait très bien qu'on pourrait soigner la plaie autrement. Mais la médecine a évolué grâce à la science, et dit, bah là, grâce à la sociologie, la science a fait évoluer sur comment est-ce qu'on voit certaines choses, et pour autant, on continue de les régler de la même façon. C'est vrai que de la violence un peu bête et méchante. Et donc, de ce point de vue-là, le livre est super intéressant parce que ça te plonge. Et surtout, lui, il fait, parce que moi, c'est très souvent, toi, t'as dit dans les lives, je me rappelle, tu disais souvent ce truc d'être en mode, on donne tout le temps les exemples des monstres et tout, et du coup, à cause de ça, on peut plus penser le reste, tu vois. En mode, sortons des exemples du monstre, pensez les entre-deux, tu vois. Et bah, lui, en fait, il dit précisément l'inverse. Lui, il est en mode, c'est trop facile, la gauche, ils aiment trop expliquer les dealers et tout, il y a pas de problème, les petits crimes, les petits délits, ils ont pas de problème, et dès que c'est crime, ils veulent plus rien expliquer, ils veulent plus rien entendre. Mais c'est ça, mais c'est ce qu'on a toujours dit, de dire quand on vous dit les dealers, vous êtes d'accord, et vous nous répondez violeurs à chaque fois, quoi. Genre, c'est parce que c'est le truc sur lequel les gens, genre, ils sont, genre, sur la question du punitivisme, c'est le moment où ils acceptent plus, quoi. Et lui, c'est exactement ce qu'il dit, quoi. Il dit, il y a le mode facile de l'anti-punitivisme, qui est celui de la gauche, et aussi, il le dit, l'exemple qu'on donnait tout le temps, et j'étais heureux qu'il le dise aussi, c'est de dire, en vrai, à gauche, les gens sont d'accord pour dire anti-punitivisme sur tous les sujets, mais dès qu'ils y sont confrontés, ils le sont plus. Et ça, c'est le truc, nous, qu'on a dit ultra souvent, de dire la vérité, les gens, c'est quand on en parle de manière évanescente, genre, vous êtes toujours genre les plus radicaux possibles, et vous êtes d'accord sur l'idée, et dès que ça se présente, il y a toujours un oui mais en fait non, parce que ce mec ceci, oui non parce que cette meuf cela, oui non parce que en fait ça a pas été assez machin, tu vois, genre c'est que le défaut des exemples, parce que la personne ne te revient pas, parce que tu trouves que c'est grave, parce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est impliqué, bah t'as plus envie d'écouter. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'on en revient, tu sais, à nos affects, nos réflexes les plus punitivistes, quoi, tu vois. On en revient très vite à ça, parce que c'est insupportable d'entendre le moindre contre-discours sur ce genre de truc, tu vois. Et moi, après, à la limite, tu vois, tu peux trouver que le livre, il est tellement déterministe, ou il est tellement idéaliste, parce qu'il y a un truc de dire, ouais, en fait, la question même de la responsabilité, lui, il est en mode est-on seulement responsable de nos actes? C'est ça la question de philo qu'il pose. Et là, ça peut te tordre l'estomac. Mais moi, je trouve que c'est intéressant de prendre ce point de vue parce qu'on le fait pas si souvent que ça, même si des fois on prétend le faire, tu vois. Et de l'autre côté, oui, après, il faut quand même interroger. Il y a toujours une agentivité. On le sait aussi, genre, c'est par exemple, genre, c'est pas parce que tu as des goûts et un parcours de vie qui est socialement construit que tu vas forcément appliquer toutes les cases. Heureusement, tu vois, il y a toujours un petit peu d'individuation, évidemment. Mais malgré tout, je trouve ça intéressant, tu vois. Je trouve on se pose pas assez la question, on n'ose pas y aller. Et surtout, là, t'es en mode, ça, c'est de la philo qui décoiffe. Et puis, c'est pas étonnant, du coup, ce gars, quand tu vois que c'est devenu une des figures intellectuelles de la lutte contre les violences policières, c'est pas du tout étonnant qu'il pense comme il pense. Bah oui, et puis surtout que lui... Et puis pareil, c'est quand même quelqu'un qui vient des milieux homosexuels, enfin, voilà. Et là, on en revient à l'impossibilité de contextualiser et d'être nuancé sur chaque truc. C'est que ça aussi, c'est que à gauche, à l'inverse de tout discours empathique sur le sujet et de réflexion, c'est que tout problème est hiérarchisable et tout se vaut. Et à partir du moment où le totem VSS est brandi, la réflexion, la contextualisation, l'explication, la justification, c'est plus possible.
Je pense que ça peut être pas mal qu'on se mate le moment où il parle d'anatomie d'une chute. Quel banger. Parce que comme ça vous donnera peut-être envie d'aller voir le reste. Quel banger cette interview. Ah, moi je kifferais l'inviter, mais bon. Là, le problème, c'est que je pense que ça ferait trop. Ah bah ok, il l'invite. Enfin, vous voyez, c'est ça que j'aime pas. Mais en fait, j'ai pas envie de mettre mal à l'aise un invité vis-à-vis de. Ah bah voilà pourquoi il l'invite. Il y a une catégorie tout à fait fondamentale dans nos états pénaux, qui est la catégorie de responsabilité individuelle. Qui est qu'en fait, l'idée selon laquelle on peut assigner la responsabilité d'un acte à un individu et tenir un individu pour responsable de ses actes. Et c'est ce qui fonde l'idée de responsabilité individuelle. Et il n'y a pas de code pénal s'il n'y a pas de sujet perçu comme la source de ces actions à qui on peut reprocher une action. Et donc, il n'y a pas de code pénal s'il n'y a pas de responsabilité individuelle. Déjà, rien que ça rappelle que c'est quand même fondé sur ce mythe-là. Donc c'est marrant que sur la méritocratie, très bien, tu vois, mais la méritocratie, tout ça, c'est passé à gauche, tu vois. Tout le monde est d'accord. La super volonté individuelle, on a compris. Que quand il dit ça, les gens, ils ont l'impression qu'il dit faut laisser les agresseurs agresser, tu vois. Oui, il faut laisser les tueurs tuer. Oui. Bah oui, c'est ça, c'est que les gens pensent que la réflexion de la gannerie, la suite logique, c'est de dire, bah, on s'en fout, que tout le monde fasse ce qu'il veut, tu vois. Non. Et genre, c'est là où la discussion n'est plus possible, parce que si, dans ce débat qui est compliqué, tu pars de principe que parler de ce qu'ils parlent, ça veut dire qu'on dit que tout ça c'est pas grave et que les gens faut rien leur dire, faut rien faire, faut pas trouver de moyens pour que ça n'arrive plus. Genre tu ne peux plus discuter avec eux parce qu'ils ont décidé que la take était pour laisser faire tout le monde des trucs, quoi. Genre c'est. Et l'une des idées un peu directrices du livre, c'est de dire que cette idée de la responsabilité individuelle, elle est un mythe que détruisent les sciences sociales et que la sociologie, l'anthropologie, même la psychologie sociale ont profondément mis en question, ou la psychanalyse depuis 100 ans, l'idée que les individus seraient les auteurs de leurs propres actions et que... C'est pourquoi je l'aime, parce qu'il aime et la psychologie sociale et la psychanalyse. Donc pour moi, je suis heureux parce qu'entre les Wissam et les pas du ring, je ne peux pas être heureux, moi. Il a résolu la contradiction. Bah, il a dit en fait tu peux kiffer les deux, quoi, et trouver que les deux l'ont un peu dit, quoi. Puis ils ont un peu des constats communs par des chemins différents, quoi. Que au fond, on peut pas traiter un individu comme étant son propre maître, mais qu'une grande partie de ce que nous sommes se situe en dehors de nous, se situe dans les interactions, dans les dynamiques sociales, dans les accidents, dans la socialisation, dans les habitus, etc. Et que donc, quand vous isolez la responsabilité, vous essayez de fixer quelque chose qui se situe dans l'ordre de l'interaction et de la dynamique humaine. Et donc, c'est toujours un peu faux. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous êtes accusé de quelque chose, vous pouvez toujours dire « mais si j'ai fait ça, c'est à cause de ça ». Vous pouvez toujours faire circuler la responsabilité, parce que tout le monde sait que la responsabilité, elle appartient au fond en propre à personne, elle appartient à la dynamique des interactions humaines, et que ce que vous êtes se situe très souvent en dehors de vous-même. C'est bizarre, hein. Mais non, mais les gens qui se défendent, c'est qu'ils... Ça rejoint un peu le matérialisme, mais c'est la définition du matérialisme. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que là, vous arrivez à le penser sur le mérite, vous arrivez à le penser sur tous les sujets politiques, sur l'histoire des idées, sur la lutte politique, vous arrivez à le penser, mais quand il s'agit le code pénal, c'est fini. Les gens déconnectent. C'est ça qui veut montrer, moi je pense que plus que de dire, oui du coup on lâche les criminels dehors, parce que c'est pas du tout ça son propos, c'est de dire sur ce sujet-là, on est encore dans ce mythe-là. Il le dit comme ça dans le livre, il y a 3 siècles de retard, frère. C'est comme si on continue de soigner certaines maladies, mais sans tous les apports qu'on a eu aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Ce qui me frappe, moi, dans la pensée, c'est que cette idée selon laquelle... Je voulais juste notifier qu'au final, c'est basique. Ah oui, bien sûr. Non, mais après, n'importe qui a eu un cours de socio dans sa vie, il va trouver ça basique. En fait, ce qui l'interroge, c'est pas le fait de nous apprendre ça vous le savez tous. C'est pas tant ça que le fait qu'on a beau savoir ça, on continue de ne pas vouloir se pencher sur cette question-là, de pas changer quelque chose. Attends, il y a quelqu'un qui dit un truc intéressant. Katniss disait défendre le féminisme. Bah non, il peut pas représenter le féminisme. Pareil, il faut essayer d'avoir un minimum de représentation politique fiable. Définir fiable. Tu défends les droits des femmes, t'es pas pour leur asservissement. Après, t'as des lois. Ah donc déjà, toi, t'es pour la loi. Et ensuite, Katniss ne peut pas défendre le féminisme et faire de la merde. Mais c'est le pire avis. C'est complètement débile ce que tu viens de dire. Genre, par exemple, ça, c'est l'avis que avait eu, c'était Morgane Merteuil qui avait dit ça, qui avait dit mais les mecs problématiques dans les partis, c'est des mecs, c'est des vieux gars, ils sont problématiques. Moi, je regarde ce qu'ils votent et ce qu'ils défendent, quoi. Donc, tu vois, t'as aussi des gens qui disent l'inverse de ce que tu viens de dire. Non, tu peux pas incarner le féminisme. Mais il y a des gens qui... Mais donc, Simone de Beauvoir n'incarne pas le féminisme pour toi. Pour toi, Simone de Beauvoir est disqualifiée du féminisme. Puisque dans sa vie personnelle, elle était un peu spé. Son œuvre n'a plus de sens. Pourquoi? Bah, parce qu'elle rabattait des meufs pour que son mec puisse les baiser, par exemple. Au hasard, hein. Défendre le féminisme, c'est l'incarner uniquement si vous cherchez des idoles. Ah oui, mais faut... Donc, on en revient en fait que faut tuer ses idoles,
mais il faut quand même que les gens qu'on tue pour pas que ça soit des idoles, que ça soit quand même des idoles. Juste, votre réflexion ne marche pas, en fait. Vous ne pouvez pas réfléchir comme ça, ce n'est pas possible. T'as des gens qui, dans leur action politique, ont permis des avancées progressistes et qui, par ailleurs, à certains moments de leur vie, ont fait de l'AD. Et qui vont continuer d'en faire aussi. Enfin, en fait... Non, mais j'ai l'impression que le débat, la mauvaise foi du débat, c'est que... Ouais, je capte un peu l'angle. Faut pas que tu t'en serves comme excuse, tu vois. Effectivement, que quand tu t'intéresses au sujet du genre, des violences sexistes, etc., bah, tu te déconstruis, là, ce mot terrible qu'on a trop utilisé, qui veut un peu rien dire des fois. Comme tu te déconstruis un peu, c'est vrai, on le fait tous et toutes. On comprend des choses. Il y a des trucs qu'on ne voyait pas avant qu'on voit. Hein, moi, je suis né, je voyais pas qu'on coupait la parole tout le temps aux femmes. Bon, je m'en suis rendu compte parce que je l'ai lu, parce qu'on me l'a dit. Après toi, tu coupes la parole à tout le monde. Non, mais d'accord, bon, mais justement. Oui. Non, mais attends. Je rigole, pardon. En général, dans toutes les situations, tu vois. Moi étant un des pires. Non, mais moi étant un des pires, en plus, tu vois. Oui. Et c'est qu'on te le dit, et qu'à force qu'on te le dise, et que t'en sois témoin, tu le vois. Et en fait, cette réalité que tu voyais pas forcément avant, d'un coup, tu l'aperçois. C'est comme le harcèlement de rue. Je pense qu'on est plein de gars à pas spécialement avoir vécu le truc de se faire siffler, de se faire draguer, de machin dans la rue. En tout cas, quasi quotidiennement, clairement pas. Et du coup, bah, quand on nous parle de ça, les premières fois, on est en mode ah bon, c'est vrai. Et puis on se voit, oui, c'est vrai qu'une fois, j'étais avec... Aujourd'hui, jamais de ma vie, je remettrais ça en question. Pourtant, la première fois que je l'ai entendu, je pense pas que ça m'a paru si bizarre, mais tu sais, j'étais en mode ah ouais, autant que ça. Ah bon. Autant que ça. Ah bon. Tu vois ? Ah bon. Et bah maintenant forcément, genre j'en ai conscience et je le vois. C'est-à-dire que tu le vois très vite. Genre je vois les gars qui regardent, alors que je faisais pas forcément gaffe à ça puisque les mecs me regardaient pas moi, ou en tout cas très rarement. Donc tu sais, t'as un truc où c'est ce genre de choses. Donc bien sûr qu'on évolue, bien sûr qu'on se rend compte, mais c'est pas pour autant. C'est pas parce qu'on prend conscience de ça et que des fois on se voit faire des mauvais comportements et qu'on s'empêche de faire des mauvais comportements grâce à ça. Parce que moi je suis persuadé qu'on s'empêche de faire des tas de trucs et que quand même de ces expériences-là, de ces lectures-là, on tire forcément des comportements qui nous rendent un peu moins toxiques. Il y a plein de choses qui évoluent. Il y a plein de trucs qui évoluent et c'est pas parce qu'on t'a expliqué un truc que tu vois tout le reste. C'est pas parce que tu vois une partie des choses que tu perçois tout. Et puis par exemple, le harcèlement de rue, il a fallu après aussi qu'on m'explique que en vrai, le problème c'est qu'on a grave instrumentalisé ce sujet-là pour taper sur les hommes qui draguent dans la rue. C'est-à-dire les classes populaires et les noirs et les arabes. Et qu'en fait, ça a été très vite instrumentalisé par l'extrême droite, le sujet du harcèlement de rue. Et ça pareil, c'est des féministes qui l'ont dit. Qu'on parle comme une appropriation du féminisme. Donc en fait, c'est là que tu vois que ça devient complexe, que t'évolues et que le sujet il est un peu bizarre. Et donc le truc de dire les gros porcs, parce que moi je suis passé à les gros porcs qui matent dans la rue, oh putain, comment j'ai vu dans les discours de Némésis comment c'est réutilisé aussi derrière cette espèce de réflexe un peu con de me dire moi je suis pas le genre de mec qui mate dans la rue, donc je vais mal juger les autres mecs qui matent dans la rue parce que j'ai compris ça et que je me sens un peu supérieur, et après c'est bien qu'on vienne me dire attends, calme-toi aussi. Et en fait c'est ça, une pensée un petit peu complexe qui se déroule sur le temps. Et puis aussi les gens partent du principe de la permanence de quand tu fais de l'AD. Ça veut dire que si un jour dans ta vie, tu as fait un peu de l'AD, et même beaucoup de l'AD, que tu es condamné à être ça toute ta vie, quoi. Et n'envisage pas que tu puisses exister. Et surtout, et là on en revient au fétiche de la punition, c'est que tu dois en souffrir. Mais c'est ça que dénonce la Ganerie. Genre c'est vraiment, et assez intégré dans nos têtes. En fait, moi je trouve que c'est un truc supplémentaire. L'idée, si t'as envie de faire souffrir les autres, si t'as envie de punir les autres pour ce qu'ils ont fait. On condamne 100% des mecs blancs nés avant 2012. Bah, t'as des gens qui te diront oui. Et c'est là où t'as même c'est là où après 2012, vous croyez qu'ils sont safe? Mais ils se rassurent comme ça, Vous croyez qu'ils vont être safe, les gamins là? Je suis pas sûr, hein. Même si tu remets la victime au centre. Mettre la victime au centre, c'est une incantation. Oui, puis attention, c'est la victimisation. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur le danger aussi de la victimisation, de l'essentialisation, du fait d'être victime. Et puis surtout, nous, on n'a jamais réclamé que personne doive disparaître, se taire. Non, nous, au contraire, on est plus sur le conflit, quoi. Que le conflit soit assumé, quoi. Moi, je préfère un conflit assumé, quoi. Ouais, et puis surtout, nous, on n'est jamais dans cette rhétorique-là, quoi. Et qu'on se parle. Nous, ça nous est arrivé de nous prendre la tête avec des gens, on s'est quand même parlé, que ce soit en privé ou en public. On trouve ça intéressant. Parce que bon, c'est vrai que des fois, tu peux prendre des sommes. Vas-y, on est humain. Et en fait, aussi, le truc, c'est que pareil, tu vois, c'est le truc de si on parle de punitivisme, faudrait du coup qu'on n'ait plus aucun réflexe. Mais si c'est des réflexes, c'est que c'est des réflexes. En fait, c'est comme le reste. C'est pas parce que tu commences à parler d'abolitionnisme ou à parler de punitivisme que du coup, derrière, toi, t'es exempt de tout
tout défaut. C'est la même réflexion que sur les autres sujets. C'est que tu travailles le sujet, tu prends conscience de certaines choses, mais des fois, tu retombes dedans. Moi aussi, j'ai des pensées en permanence. Comme je peux avoir des pensées toxiques, racistes, sexistes et tout, j'ai des pensées toxiques de vengeance, de punition. Je prends un peu de plaisir quand je vois, on en avait parlé quand Le Pen est mort, tu vois. Je prends un peu de plaisir quand je vois Sarkozy et que je vois le sourire de banane là, de Fabrice Arfi. Oui, je prends un peu de plaisir et pourtant, ça m'empêche pas de me méfier de cette sensation-là. Je la souhaite pas. J'en fais pas une finalité. Si on suit vos propos, une femme frappée, on doit rien faire et attendre que son mec arrête tout seul, du principe que ça arrive et qu'il a le droit de merder. Tu vois, c'est quand la vidéo a commencé, j'ai dit le problème du discours de la gannerie, c'est que les gens pensent que le sous-entendu, c'est que ce n'est pas grave et qu'il ne faut rien faire. Mais ça, c'est parce que dans votre tête, il n'y a pas d'alternative entre le punitivisme forcené, l'individualisation de tous les problèmes, la chasse à ça, ou ne rien faire. C'est que pour vous, il n'y a que deux alternatives, l'inaction ou le punitivisme. C'est ça le problème de la pensée. Pourquoi alors on attend vos solutions? Il y a des solutions. Attends. Là où il y a des solutions, c'est que c'est déjà, en fait, le principe, c'est de réfléchir à une situation dans toute sa complexité. C'est ça que proposent les sciences sociales, la psychologie sociale, la sociologie, etc. C'est ça qui est proposé. Donc, c'est quoi? C'est que quand vous voyez, par exemple, une violence entre un homme et une femme, vous allez la penser dans quoi? Vous allez la penser vis-à-vis du patriarcat, de la domination masculine. Vous allez la penser dans un rapport peut-être hétéronormatif. Vous allez la penser dans un rapport au capitalisme. Peut-être que, par exemple, c'est l'homme qui achète la maison, qui avait les moyens financiers, et la femme qui n'en avait pas. C'est elle qui s'occupe des gosses. Mais vous allez aussi penser, du coup, la façon qu'ils vont avoir de se défendre ou non. Peut-être que, justement, cette femme ne porte pas plainte contre son mari ou ne témoigne pas auprès des autres qu'il est violent avec elle parce qu'elle a peur de la réaction des gens. Parce qu'elle se dit qu'il veut pas qu'il finisse en prison. Il y en a combien à qui c'est arrivé? C'est là où la réflexion sur le punitivisme, elle rentre en compte. C'est qu'en fait, très souvent, la punition n'est pas... il défend le truc que la punition, on s'en branle un peu, sous-entendu, et que l'important, c'est plutôt justement d'aider les victimes. Et qu'à un moment donné, la punition ne sert à rien à personne. Et que le but, par exemple, tu vois, ton exemple, c'est plutôt, par exemple, que les meufs puissent facilement se barrer quand elles sont dans des situations comme tu as dit. Et ça, pour ça, t'as des moyens, ça, les associations... Il a aussi un concept d'échelle des violences et de réussir à recontextualiser et à avoir une lecture beaucoup plus nuancée et précise de la violence et de son analyse et surtout des effets sur les gens. En fait, à un moment donné, je veux te dire, là, on est devant une grande inconnue, un grand chantier de la gauche. Là où il y a des certitudes, c'est qu'on sait que la punition, c'est pas efficace. On le sait. Retirer l'effet dissuasif de la peine affaiblit la prévention, c'est faux. Ça, c'est faux, par exemple. Justement, c'est faux. On sait que ce n'est pas efficace. Et ce n'est pas efficace, ça fait du mal à tout le monde, en fait, ce truc-là. Par exemple, un des pires trucs, je pense, possible moralement, on est d'accord, c'est la pédophilie. Tu vois, même moi, mon anticarcéralisme, mes pensées les plus abolitionnistes, je vous avoue, elles s'arrêtent assez vite quand il s'agit de ça, parce que c'est les gosses, parce que c'est sensible, parce que c'est bizarre, c'est incompréhensible, c'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Les antipunitivistes radicaux, ils te diront qu'il faut le faire aussi pour les pédophiles. Qu'est-ce que disent les victimes? Non, mais qu'est-ce que disent les victimes de pédophilie? Souvent. Parce que là, c'est facile de dire peine de mort pour les pédos, et moi, je suis capable de l'apprécier dans un morceau de rap quand je l'entends. Et je vais bouger la tête sur un truc pareil. Mais beaucoup de victimes de pédophilie, quand elles parlent, elles disent quoi? Elles disent que justement, à cause du fait qu'on a rendu ça monstrueux et qu'on n'explique pas le truc, et ben en fait, tu as peur de dénoncer. Parce qu'en fait, dire tonton est pédophile, tonton m'a touché le kiki ou je sais pas quoi, c'est du coup, ça va créer un drama immense parce que l'appellation est si forte, si violente que évidemment tonton va dire non, va nier à mort parce que sinon c'est risque judiciaire, risque d'enfermement, risque de mort sociale, etc. Donc ces trucs-là sont tellement énormes et intenses que la personne ne va jamais reconnaître l'agression. L'agresseur ne va jamais reconnaître l'agression parce qu'il ne veut pas cette mort sociale-là. Il va la refuser. Et dans la famille, des gens vont défendre en mode mais qu'est-ce que tu racontes? T'as 10 ans, mais ferme-la, ta gueule. Donc souvent, ces personnes-là ne vont pas le faire. Tu vois? Genre très souvent, tu n'as pas... Et on a tous connu ce réflexe dans des trucs beaucoup moins graves. Genre moi, je pense à des trucs je pense que vous l'avez tous vécu, où au collège, vous avez quelqu'un qui vous casse les couilles, qui vous harcèle, et quand les profs viennent vous dire qu'est-ce qui se passe là, vous le dénoncez pas. Et pourquoi vous le dénoncez pas? Vous le dénoncez pas juste parce qu'après vous allez vous prendre un autre coup. Vous le dénoncez pas parce que vous savez que derrière les profs vont le terminer et qu'il va se faire attraper par ses parents, et il va se faire savater. Donc tu te dis ça va pas réparer le tort que j'ai pris, donc tu t'arrêtes là. Et très souvent on a ce réflexe là quand on est victime de quelque chose entre guillemets, c'est qu'on sait que ça va rien réparer, qu'on risque en plus de se prendre tu l'as dénoncé, t'es un délateur, on va peut-être se manger une vengeance, mais aussi que la personne qu'on va dénoncer risque de se prendre un truc qu'on
n'a pas envie de lui faire subir. Genre, c'est pas parce qu'on s'est fait voler de l'argent, c'est pas parce qu'on s'est fait agresser, c'est pas parce qu'on s'est fait insulter qu'on a envie que les autres souffrent en retour. C'est pas vraiment, en tout cas, j'ai jamais ressenti le besoin de faire souffrir en retour. Que de compter, tu vois, genre à un moment donné, tu ne vas pas demander aux gens, ils devraient pas avoir, on devrait pouvoir être dans un système où les gens qui subissent des trucs devraient pas avoir à réfléchir à ça, quoi. À se dire j'y vais pas parce que ça va être disproportionné ce que prend la tu vois, personne. c'est parce que tu as écrit les pédophiles, moi je les prends par les couilles, que tu as des gens qui disent je dénoncerai pas que mon père m'a violé parce que je veux pas que mon père soit pendu par les couilles. Vous voyez vous voyez la bêtise de votre réflexion? Et là, je vous parle de gens qui ont été victimes des pires trucs, qui disent ça. C'est ça qui est fascinant. Donc c'est facile de se dire de loin, non, on règle le problème, C'est pour ça que la réflexion sur le punitivisme, contrairement à ce que vous croyez que c'est un backlash antiféministe ou je sais pas quoi, alors que c'est précisément l'inverse. C'est aussi une manière de se poser la question qui est de dire, vu que la punition ne résout rien et crée du malheur, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution alternative? Et c'est là où, du coup, après, là, vous irez voir, il y a des tas de propositions, il y a plein de féministes matérialistes qui ont parlé de trucs, comme le fait de peut-être permettre, donner des logements, de donner des aides à des femmes qui pourraient, comme ça, peut-être partir de situations de violence conjugale violente. Parce que souvent, c'est ça aussi que les femmes ne peuvent pas partir parce qu'elles ne peuvent pas aller ailleurs. Voilà, par exemple, ça, c'est le genre de solution qui fonctionne et qui serait probablement plus efficace que juste d'attendre qu'elle meure et de mettre le mari en prison. Et comme ça, le gosse, il va à l'ASE. Et comme il va à l'ASE, il a 40% de chance de finir SDF. Peut-être que c'est un peu plus intelligent. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une réflexion complète. Et en fait, on vous dit, vous ne pensez pas totalement sociologiquement et vous dites, ouais, mais non, mais là, en fait, désolé, vous l'utilisez pour excuser le pire. Vous comprenez que c'est ça la logique puissante derrière. Et donc, elle va dans le sens du truc. Elle ne le contredit pas. C'est que vous voulez pas excuser les pédophiles. Moi, je comprends. Et en plus, personne ne demande d'excuser la pédophilie, mais vous voulez pas y réfléchir à propos des pédos et tout. Moi, à la limite, moi, je comprends. Tu sais, ça paraît logique. Tu sais, il y a des trucs qui sont tellement violents. Genre, t'as un truc aussi de dire, mais cette personne, faut protéger les autres gens de cette personne. Enfin, tu vois, il y a un niveau de crime. La gannerie, lui, ce que je dis, il sera en mode ferme ta gueule. C'est sur ces gens-là qu'il faut être bienveillant parce que c'est là que c'est dur. Mais moi, je comprends pourquoi t'es pas bienveillant. Mais le truc, c'est que on est à un point où, même pour des trucs qui sont 100 000 fois moins graves que la pédophilie, vous réfléchissez comme pour les pédophiles, en fait. C'est ça aussi, c'est que en fait, il y a, moi, je trouve une logique de la morale de dire je veux prendre un pédophile par les couilles, vraiment, enfin, genre, il y a 1000 raisons de réfléchir comme ça, vraiment, moi, je capte de fou, et on est, comme on disait, on était le premier, quand la gannerie, il dit, le premier avec qui il faut réussir à réfléchir en dehors du punitivisme, c'est pour Mazan, je suis en mode, wow, tu sais, c'est un truc, tu sais, c'est un peu inimaginable par rapport à ta morale et les trucs, parce que tu dis le monstre, c'est bon, quoi. Voilà, c'est ça, tu vois, genre, et moi le premier, tu vois, genre, tu sais, je suis là en mode, ouais, il y va fort quand même, le frérot, là, c'est un peu chaud, tu vois. Mais du coup, ce que tu vois aussi, c'est que ces logiques-là qu'on applique pour les gens les plus violents finissent par être appliquées de manière de plus en plus large, et ça s'étend à tout. Et ça s'étend aux trucs les plus anecdotiques et tout. Et genre, les gens ne hiérarchisent plus ça, quoi. Et genre, c'est là aussi où tu vois que la pensée punitiviste que vous croyez réservée à ce que vous pensez être des monstres, en réalité, elle s'étend à toute la société, quoi. Et genre, pour moi, tout ça, ça fait partie d'un mode de réflexion sur les gens et le réel qui est le mode du jugement, de la culpabilisation permanente. Et c'est vraiment, genre, c'est inquiétant. Et en plus, ce qui est intéressant avec l'histoire de Mazan, c'est que quand tu lis la fille de Pellico, tu vois que la mère, pendant longtemps, elle a été dans le déni, même vis-à-vis de ce qu'il faisait à sa propre fille, qui du coup, quand elles ont découvert le truc après, ça a été aussi un moyen de ah putain, mais en fait, elle a pris encore plus cher, ma mère, tu vois. Pendant un moment, il y a des gens qui ont essayé de la cancel, Gisèle Pellico, en mode tu n'es pas la victime parfaite. Ils avaient la victime parfaite, une femme qui a été droguée, qui a subi, qui a rien vu, et en fait, elle a pas cru sa fille. Ah, c'est plus la victime parfaite. C'est là où tu vois que même pour expliquer des situations comme ça, même pour aller dans le sens, tu vois, de Gisèle Pellico, t'as besoin quand même de mettre un peu de contexte. Après, à elle, on peut comprendre qu'elle soit en mode mon mari est un monstre, je ne le comprends pas, il m'a menti pendant des années, comment on peut me faire ça? Ça, tu vois, moi je comprends tout à fait que cette parole-là existe. Mais justement, moi je trouve que c'est à elle qu'on peut pardonner, qu'on peut comprendre pourquoi elle réagit comme ça. Pourquoi ces réflexes-là, c'est juste de vomir ce qui s'est passé, tu vois. Mais par contre, on peut être un peu plus malin derrière aussi sur ce qu'on fait du reste, quoi. Et c'est évident, il y en a qui vont instrumentaliser cette histoire pour essayer d'alourdir les peines et pour dire les juges en Prenez France, des pincettes pour dire des trucs de base. Moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a certains trucs qu'on dit de base, mais pourquoi on prend des pincettes? C'est qu'on est dans une situation de radicalisation sur ces questions-là qui fait que c'est plus que les droitos qui réfléchissent comme ça. C'est pas pour rien qu'on prend des pincettes, hein. C'est aussi parce que là, il y a une méta à gauche sur ce sujet-là où les gens sont obsessionnels sur le fait de punir, de chasser, de détruire. Enfin, je veux dire, nous, on est en train de le vivre. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on en parle. Genre. D'ailleurs, on en a toujours parlé plus ou moins. Hein, donc, ah bah voilà, oui, quand même. Moi, j'ai l'impression d'en parler depuis un moment. Hein. Comme Bégodeau. Mais Bégodeau, il en parle
parle aussi, oui. Bébé Godot, il avait parlé sur l'affaire de Mazan. Il avait dit les slogans moins de 20 ans pour tout le monde, peine maximale pour tout le monde, en disant désolé, mais non. Justement, le principe de la justice, c'est de discriminer, c'est de dire celui-là, il n'a pas fait la même chose que celui-là. C'est dur à entendre et à comprendre, mais c'est censé être son rôle. Mais en fait, moi, je trouve que ce qui se passe ces derniers temps, ça me rend. J'étais bien moi, j'étais très abolitionniste en mode la justice, souvent c'est de la merde, ça protège que les puissants. Moi, j'avais très l'avis, la justice, ça protège toujours les puissants et ça baise tous les autres en bas. Moi, là, c'est souvent, très très souvent à double vitesse. Mais quand je vois ce que propose la gauche en termes de justice alternative, je suis en mode, en fait, en ce moment, je trouve que c'est de gauche qui défend la justice presque et le droit. Parce que quand tu vois la possibilité de l'enquête, de faire appel, de trucs, tu te dis, ces trucs-là ont disparu de certains. Certains, dans leur lutte politique, c'est l'absence de médiation, absence de communication. Rien. T'es en mode, c'est quoi ça? Oui, c'est ça. Pas le droit de regarder les faits. Pas le droit de dire ta version. Pas le droit de te défendre. Pas le droit. Mais ça, les gens. La justice bourgeoise donne plus de possibilités de se défendre que les pseudo-justice alternatives qu'on a. Moi, en fait, les outils qu'on puisse avoir, de se dire, quand la justice normale n'a pas fonctionné, on en vient à des solutions un peu ultimatum sur certaines cibles et tout. Moi, en vrai, pourquoi pas? Moi, je suis pas contre nécessairement des formes d'action directe, même des formes de violence et tout. Mais sauf que là, maintenant, c'est devenu systématique et c'est des gens qui se posent même plus la question, quoi. Ils y vont et il y a trop d'histoires dans les milieux étudiants, surtout, nous, médiatiques, politiques. J'ai entendu trop de dingueries dans ma vie pour voir à quel point les gens en ont rien à foutre. Il n'y a plus de discernement, il n'y a plus de logique, c'est des peines infinies, c'est de la souffrance infinie. Ça, c'est plus possible. Tu te dis comment ça se fait que la justice bourgeoise marche mieux? Il y a un PB. Et surtout, rien que ce truc de nous, on l'a vu, de dire tu n'as pas le droit de dire ta version. Tu n'as pas le droit de mettre du contexte. Tu n'as pas le droit de dire ça c'est vrai, ça c'est faux, ça s'est pas passé comme ça. Il y a un truc de les gens. Et t'es coupable par défaut aussi, frère. Les gens, enfin, ça, je suis désolé. Il n'y a plus de présumé, tu vois. Tout est essentialisé, marqué dans le marbre. Mais surtout, tu vois, au-delà de nous, parce que j'ai pas envie que notre exemple desserve le discours politique en lequel je crois derrière. Après, il va desservir. Oui, mais au-delà de nous, genre, c'est des trucs que tu vois trop souvent. Et t'as trop de gens qui sont dans cette mentale-là. Et c'est des mentales, mais qui sont fascistes, quoi, qui sont trop chelous. Genre, vraiment, c'est des trucs, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Tu dis, mais non, ça va pas marcher. Comment tu veux faire société avec ça? Et j'ai discuté avec pas mal de gens qui m'ont engueulé aussi sur le truc de des fois vous critiquez trop la justice, vous oubliez que la justice, même si elle marche pas souvent la plupart du temps, ça reste un des acquis de la gauche. Enfin, il y a pas mal de gens qui aiment plus la justice que nous, qui sont de gauche, qui sont des gens que je respecte intellectuellement et qui m'ont dit en même temps, vous êtes un peu parfois idéaliste sur cette question-là et vous oubliez que le droit, même si très souvent c'est redétourné pour baiser les gens, ça a permis de défendre des travailleurs, ça a permis de défendre des gens, ça a permis dans certaines situations de gagner des trucs, de gagner des droits, de machin, de faire gagner des femmes, de faire gagner des... Enfin voilà, il faut pas oublier que des fois c'est là et que on a une base pas parfaite qu'il faut complètement améliorer, complètement repenser, complètement refonder. Mais il y en a qui ont décidé de la jeter, mais ils l'ont pas jetée pour un projet abolitionniste de dire en fait cette justice bourgeoise on n'en veut plus, on veut plus de punition, on veut plus de prison. Ils l'ont jetée pour proposer quelque chose d'encore plus expéditif, d'encore plus arbitraire. Bon bah là il y a un PB. C'est-à-dire qu'à la limite si tu me dis moi je suis contre la prison, je suis pour fermer les prisons. Bon, dans ce cas-là ton abolitionniste, ton idéalisme, je viens avec toi, je suis avec toi, je te suis. Faut que les auteurs reconnaissent leurs actes quand on leur offre un espace alternatif pour le faire prendre en charge. Mais le problème c'est que tu peux pas quand c'est violent. Non mais déjà le reconnaître, les gens, le résultat ça veut dire tu reconnais donc la punition, tu mérites et machin. Et surtout tu fais quoi dans les cas où la manière d'aborder les choses, tu veux pas le reconnaître de cette façon et tu veux en parler différemment et t'as une autre manière de le dire. Donc le prérequis c'est la reconnaissance de tout ce qu'on te dit et de tout. Bah non. Mais en plus, et surtout, moi j'aurais adoré que ça existe. Parce que du coup, ça aurait été notre problème qu'on a eu. Combien d'autres problèmes auraient été traités différemment? Moi, je n'ai aucun problème pour reconnaître des trucs ou pour qu'on me dise, là, désolé, là, t'as fait de la merde. On est plusieurs à le penser après avoir enquêté, interrogé, recoupé. On est plusieurs à penser que là, il y a un PB et que je puisse dire, ok, d'accord, je voyais pas ce PB là. Moi, je suis chaud de ça. Mais je suis désolé, ça peut pas se passer comme ça s'est passé. Ça marche pas. Là, cette procédure presque, tout
ce qu'elle fait, c'est qu'elle me donne envie de me victimiser et de me défendre encore plus. Parce que je me dis, c'est une dinguerie, c'est une injustice. Je peux pas m'empêcher de penser ça, mais c'est parce que le truc est juste trop dégueulasse. Donc limite, heureusement que j'ai suffisamment de jugeote pour me dire, je vais pas imputer cette situation à ce qui s'est passé avant et je vais continuer d'essayer de voir ma part de faute là-dedans. Ça me demande un effort. Parce que justement, c'est juste trop dégueulasse. C'est juste trop horrible pour que tu puisses penser le truc autrement. Bah ouais. Donc c'est pour ça que moi, je suis vraiment chaud d'avoir ça. Et Jean-Marc qui dit, là, tu dis, il faut jeter parce que c'est le choléra, la peste. Bah non, c'est que je suis en mode, si ton projet abolitionniste, c'est de dire du coup, on vire les prisons, on libère tout le monde, à la limite, je te suis. Mais souvent, en fait, c'est du pseudo-abolitionnisme. Et la vérité, c'est juste, je veux un truc plus arbitraire et plus expéditif. Et sur les trucs qui me concernent. Souvent, en plus, les gens, c'est qu'ils veulent bien ça quand ça les concerne. Par contre, si tu leur dis, ouais, mais attends, il y a des fois, t'as dit un ou deux trucs racistes ou t'as été un petit peu classiste, là, d'un coup, ça les concerne plus. Et là, ils refusent. Ils veulent pas cette sanction-là. Ils veulent pas cette sanction ad vitam aeternam. Donc, c'est là aussi où tu vois leur hypocrisie. Parce que le problème, moi, je trouve, c'est que si tu commences à dire, on veut un truc plus arbitraire, tu es en mode, quand demain, c'est toi qui vas être jugé de manière arbitraire, tu vas pas aimer. Tu vas pas aimer. Ouais. Donc, je trouve que c'est dans notre intérêt commun de dire, parce qu'on peut tous fauter, hein. Bah ouais. Suivant l'accusation, t'es pas capable de reconnaître parce que pas enclin de réaliser que t'as fait de la merde en un jour. Oui, déjà, mais même, en fait, des fois, tu peux réaliser, reconnaître dans ta tête, mais tu ne peux pas le dire parce que le contexte fait que tout le monde va te tuer. Ça va être une mort sociale. Ah oui, c'est ça. Genre, désolé, genre, c'est pas possible. Genre, tu ne peux pas. C'est trop la honte. La question, c'est à quoi sert une punition? Bah, selon ce qu'on en sait, parce que là, franchement, pour le coup, on a pas mal de recul. En général, c'est pas du tout efficace. Pour ça, moi, tu sais, je dis, moi, en fait, je suis pas forcément, on peut me convaincre que parfois, la violence, ça peut être nécessaire et tout. Et moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que déjà, je trouve qu'on n'arrive pas à dire, alors là, je parle des pratiques punitives communautaires, hein. Je parle, c'est plus, du coup, forcément la justice. On n'arrive pas à reconnaître que déjà, c'est une forme de violence. Les gens le vivent pas comme une violence, ils le vivent juste comme un truc qui est normal, qui est sain. Donc déjà, ça, c'est un immense PB. Parce que moi, tu sais, quelqu'un qui fait une dinguerie en mode une action directe, il sait que c'est une action violente, tu vois. Il l'assume comme tel, tu vois. Donc déjà, c'est intéressant. Et quand tu l'assumes comme tel, tu peux dire, ok, qui est-ce que je cible? Tu vois, c'est pas pareil de mettre une balle dans la tête à un patron d'assurance que de mettre une balle dans la tête à un petit patron qui possède sa petite boulangerie en bas de chez toi. Là, les gens vont pas être d'accord avec ton action. Ils vont dire, non, frérot, je comprends que c'est le capitalisme. Ça a été prouvé que ça n'aide pas les victimes. C'est vraiment... Et du coup, donc pour vous... Ah non, mais attends, et surtout, question. Donc si pour vous, une victime dit, il me faut ça, il faut lui donner. Quelqu'un qui est victime de quelque chose, vous croyez vraiment que c'est à elle de décider ce qu'il faut faire de son tortionnaire ou de ses tortionnaires? Ça, c'est le premier truc. Sérieusement, c'est le principe, justement. Là, pourquoi la justice, à votre avis, elle a dit, c'est pas la victime de décider de ça? Et vous avez déjà assisté à un conseil de discipline, un prof qui a été victime d'insultes par un élève, vous avez déjà vu la haine et le plaisir de la punition dans les yeux d'un prof dans un conseil de discipline? Parce que dans ce cas... Assistez à ça une fois et vous comprenez pourquoi une victime ne doit pas être juge. Parce que dans ce cas, les féministes de Némésis qui estiment, et je suis sûr que c'est vrai, qu'elles ont vécu du harcèlement et des violences sexistes et sexuelles de la part d'hommes noirs et arabes. Et qui demandent pour que leur tort soit réparé à ce que ces personnes-là perdent leur papier, quittent le territoire, machin, etc. Vous êtes sûr que vous voulez vraiment aller dans ce que la victime a veut? Et vous savez que ça marche aussi malheureusement dans le même sens. Moi, on m'a déjà agressé. J'ai dû porter plainte parce que je devais récupérer mon argent. Ça m'a cassé les couilles. Et j'ai pas voulu assister au procès. On m'a cassé les couilles parce que moi je voulais pas envoyer des gens en prison. Et on m'a reproché de pas être une bonne victime parce que je voulais pas que ce truc-là se passe. Moi, je voulais pas que ces gens-là aillent en prison, mais je n'ai pas eu le choix. Et j'imagine que c'est parce que la justice se dit aussi désolé, genre c'est pas à toi de décider, c'est pas parce que toi t'es sympa ou qu'une autre veut qu'il meure. Nous, on a trouvé un entre-deux. On a trouvé un entre-deux pour ces gens-là. En général, veut pas que les agresseurs soient punis, mais en fait, qu'ils veuillent qu'ils soient pas punis ou punis, à un moment donné, c'est des gens qui doivent être aidés à accompagner. C'est pas des gens à qui tu dois demander de rendre un jugement et de décider d'une punition. Ce n'est pas possible de faire ça. Genre en fait, c'est tellement arbitraire. Ça veut dire que tu vas avoir des gens qui vont dire bah je m'en fiche, tant pis, et des gens qui vont vouloir que l'autre personne meure en fait pour le même fait. Bah oui, tu vas avoir deux réactions diamétralement opposées. Mais du coup, c'est complètement con. Moi, je sais que dans les gens qui m'ont agressé, ils ont agressé 26 autres personnes, et il y avait dans les gens, il y en avait qui étaient en mode qui ont été pleurés au procès pour dire je veux que ces gens-là prennent des années et des années de prison. Et moi, j'étais dans la réflexion de non, moi je veux pas venir et je veux pas qu'ils soient punis. Je veux juste, moi j'ai juste porté plainte pour que la banque me rembourse parce que j'étais obligé, que j'avais pas de thunes. Puis quelque part, heureusement que c'est pas nous, ni peut-être même ni moi, tu vois, ni ces autres personnes qui ont décidé. Après, je pense que c'est pas en mettant ces mineurs en
comment on dit, en rééducation, là, comment on dit, en centre, je sais plus. Je pense que c'est pas en les mettant là-dedans qu'ils vont devenir des meilleures personnes. Moi, c'est aussi pour ça que je n'y croyais pas. C'est que je sais que ces gens-là qui faisaient des petits délits vont peut-être ressortir et être des criminels. Hein. Mais bon, ça c'est après, voilà, ça c'est mon. Quelqu'un qui dit on peut écouter un minimum les victimes, les accompagner, entendre leurs besoins. Mais quelle est la contradiction entre dire une victime n'est pas la bonne personne pour rendre un jugement et décider d'une sanction et le fait de ne pas accompagner, écouter et entendre les besoins? Enfin, les gens, vous voyez bien qu'il n'y a pas de contradiction entre accompagner, aider, même soigner, protéger et dire que c'est pas pour ça qu'ils doivent décider une sanction. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Genre sans alternative, c'est inaudible comme discours. Donc toi, tu trouves ça plus inaudible de dire là, on est en train de faire de la merde, on est en train de créer une situation totalement déséquilibrée. Et ça, tu trouves pas ça inaudible? La manière qu'on a de gérer les choses. Genre, je trouve ça fou en fait que pour vous, l'inaudible commence là et ne commence pas dans d'autres situations. Enfin, genre, moi, je trouve ça ultra deep. Votre truc c'est ultra de la merde ce qui se passe, mais comme il n'y a pas la solution parfaite, clé en main, donnée par un génie philosophe, Laganerie ou je sais pas qui, du coup, on va pas y réfléchir et tout est inaudible et la discussion est inaudible. C'est juste, en fait, c'est du déni. Désolé, c'est du déni. C'est du déni. Non, mais moi nous, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois, et notamment une fois, quelqu'un qui est devenu physique, dans une sorte de logique un peu érotomane, je sais pas trop comment qualifier ça. Non, même pas un peu, frère. Oui, non, mais bon. En gros, ça nous cherchait dans notre ville. Oui, ça venait en bas, dans ma rue, ça m'envoyait des photos. C'était très chaud, gros. Je recevais des nudes tous les jours, des trucs, des photos de caca. Enfin, vraiment, les gens ça a l'air drôle comme ça. Avec de la merde et tout, mais genre tous les jours. Je vous jure que c'est pas drôle. Damir recevait 100 messages, moi j'en recevais 50, 450. Et un jour, on est allé à un événement et à la fin de cet événement, cette personne est venue avec un bouquet de fleurs pour me l'offrir. Je lui ai dit désolé, je veux pas de fleurs. Arrête, je veux pas te parler. Et du coup, elle a commencé à s'énerver, à me turbo-insulter. Il était vraiment matrixé, il était dans un délire qui était fou, quoi. Genre, oui, voilà. Et du coup, bon, ce qui s'est passé, c'est que les gens sur place savaient pas comment gérer, donc ils voulaient appeler la police. On leur a dit non. Et du coup, il y a cet incident qui s'est passé. Raz a réussi un peu à gérer le truc, la personne s'est barrée et tout. Et puis quelques temps après, j'ai une de ses amies en commun qui m'a contacté et qui m'a dit ouais, j'entends quand même beaucoup de trucs très bizarres sur vous depuis quelques temps. J'ai envie de pouvoir confronter la version, donc j'ai répondu à cette personne. Je lui ai un peu expliqué, je lui ai montré les screens, les trucs, je lui ai un peu expliqué ce qui s'est passé. Et la personne m'a dit oh putain, c'est pire que ce que je pensais parce que oui, de notre côté, en gros, cette personne racontait que on travaillait avec, qu'on l'avait engagé dans un Waprod. Et lui, les gens, pour que vous compreniez, ils croyaient, en fait, il écoutait les lives. Personne n'était engagé dans un Waprod. Hein, non, mais surtout, c'est une personne à qui on n'a jamais parlé. Il écoutait les lives et en fait, tout ce qu'on disait en live, c'était pour lui. Il disait comme adressé directement à lui. Et en fait, la crise de folie faisait que tout ce que me disait Dany ou disait Dany sur une vidéo, il l'interprétait comme un message caché qui lui était et en fait, du coup, il envoyait des messages où, genre, c'était vraiment, il relisait. Oui, c'était de l'érotomanie. Oui, c'est ça, exactement. Et en plus d'avoir une relation particulièrement avec moi, une relation amoureuse, je crois, et tout, etc. Oui, c'est ça. Et donc, au début, forcément, ses amis se sont dit putain, ils sont pas cool, ça va. Oui, c'est ça. Ce mec est un peu horrible et tout. Et après, ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de enfin, ça partait trop loin, donc ils ont fini par se dire oula, ils l'ont aidé, je pense. Et du coup, ils l'ont aidé. Et après, cette personne m'a dit aussi, j'ai reçu moi les remerciements de sa mère et tout, parce que justement, je ne voulais pas porter plainte. Je n'ai pas porté plainte. Et ça a dit écoute, on va s'en occuper, on va faire en sorte. De toute façon, c'est quelqu'un qui va pas bien, là, qui est retourné en HP et tout, etc. Et je n'ai jamais eu de problème depuis. Cette personne m'a jamais embêté. Mais en fait, quand ça m'a dit merci de ne pas porter plainte, j'ai dit mais bien sûr, je vais pas porter plainte pour ça. Par contre, je pense que si j'avais porté plainte et que j'avais dit en stream, on me harcèle, c'est horrible, machin, bidule, des gens de gauche auraient pu m'envoyer des cœurs en écrivant soutien. Je le sais, parce que je vous connais. Après, attention. Il y a des cas, parce que là, nous, en plus, je veux dire, oui, il y a des cas horribles. Ensemble. Moi, il y avait des gens pour se mettre entre toi et lui, et ça s'est arrêté assez tôt. Les gens l'ont pris en charge pour arrêter la chose. Il y a des cas où des gens sont en danger vital avec des cas d'érotomanie, des cas où personne n'est là pour te défendre, tu vis tout seul ou pire toute seule. Oui, t'es un peu obligé. Les flics s'en foutent de toi. Enfin, tu vois, genre faut pas croire que tu peux toujours régler le problème. Mais ce qui est terrible, mais pourquoi? Oui, mais attends, mais ça revient dans ce qu'on dit. Ça revient dans ce qu'on dit parce que si t'es obligé d'appeler la police pour te protéger de ça, en fait, tu te sens mal.
en plus du préjudice que tu as subi avec le harcèlement, la violence, peut-être même un passage à l'acte et tout, bah en plus, tu vas culpabiliser d'avoir envoyé quelqu'un qui va pas bien, parce que tu vois très, très vite que ces gens vont pas bien, en tôle, ou dans des soins, ou dans un parcours qui va clairement pas améliorer sa vie. Donc ça va dans ce sens. Et c'est pour ça que je pense que plein de gens choisissent de ne rien faire et d'attendre presque que le pire arrive. Moi, combien de fois, tu te rappelles, moi, à un moment, quand ça traînait dans notre ville, moi, j'allais à la salle de sport à l'époque, je prenais mes clés entre mes doigts et je me disais, putain, ça fait depuis que j'ai quitté le 94 que je fais pas ça. C'est de me balader avec, en mode un peu point américain avec tes clés, quoi. Parce que je me disais, si jamais je le vois et qu'il me fonce dessus, vu qu'en plus c'était quelqu'un d'assez grand, d'assez imposant et tout, je me disais, je lui mets une grosse droite et je cours, tu vois, au cas où. Parce que en fait, j'avais peur dès qu'il y avait une rue en particulier où tu peux pas voir l'angle et je me disais, imagine là, je tourne et je le croise. Ça m'est rentré un peu dans la tête. Et heureusement, ce n'est jamais arrivé. Mais tu vois, ça peut être aussi le truc de parce que tu veux pas porter plainte, tu veux pas porter préjudice, parce que tu te dis, non, punir, ça sert à rien dans cette situation, que tu peux arriver à la situation où tu te fais agresser. Et t'attends ce moment-là pour porter plainte, presque. Et d'ailleurs, souvent, même les flics t'y encouragent parce que même eux, ils savent qu'ils te le disent quand il y a des situations comme ça, ils disent oui, mettez une main courante. Et si vous vous faites vraiment frapper ou vraiment. Oui, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, les flics, déjà, ils s'en battent les couilles. Et tant qu'il t'est pas vraiment arrivé quelque chose, ils font rien. Et c'est là que tu as envie d'une instance intermédiaire qui règle. Parce qu'en fait, les gens, ils se retrouvent dans un truc de bah, en fait, tant que cette personne a pas vraiment pété ma porte pour m'agresser chez moi, les flics ne feront rien. Mais du coup, ça veut dire qu'une personne qui va pas bien, plutôt que de la protéger de son état délirant en l'empêchant d'aller jusque-là au moment où les flics vont vraiment venir, bah, faut laisser le gars vriller de plus en plus ou la meuf vriller de plus en plus jusqu'à faire vraiment une dingue. Enfin, alors qu'imaginez, on vit sur Terre 2, qui est un monde un peu plus beau que le nôtre, et il y a des moyens quand ce genre de situation arrive, de justement avoir quelqu'un qui dit attendez, je vais contacter sa famille et on va en parler. Et juste, par exemple, la prise de contact qui a permis de tout résoudre, donc heureusement, et je remercierai jamais assez cet ami qui a non seulement mis fin à mon calvaire, mais a aussi aidé son ami. C'est ça qui s'est passé. C'est cette prise de contact. Ça n'a pas aidé. C'est aussi la personne, quand tu lui as expliqué le niveau de dinguerie, a pas dit oh là là, c'est vraiment un fils de pute. Bah oui. Elle est allée l'aider en fait. Bah oui, elle était en mode oh putain, c'est plus grave que ce que je pensais parce qu'elle se rendait pas compte d'à quel point ça l'était. Ce qui est normal. Et tout de suite, elle a agi, elle a prévenu sa famille, elle est revenue vers moi, elle a fait une médiation, entre guillemets. Et bah ça, si j'avais juste eu un endroit, un truc où je sais, j'ai confiance, comme je peux avoir confiance en l'hôpital ou en la pharmacie pour me donner un médicament, tu vois, un endroit où j'aurais pu aller et dire il y a cette personne qui me harcèle, voilà monsieur l'agent, tous les screens, tous les trucs. Est-ce qu'on peut contacter quelqu'un de sa famille et qu'on me dise attendez, on va enquêter pour vous. On va voir si quelqu'un veut bien vous parler. On me dit pas forcément on va accepter. On me dit monsieur, on va voir si quelqu'un veut bien vous parler. Ils appellent, ils me trouvent justement une personne qui veut bien faire médiation. Ça aurait pu être sa mère, ça aurait pu être cet ami. Et la situation aurait peut-être été résolue largement avant. Et dans mon cas, il n'y a pas eu d'agression, mais tu vois, ça aurait pu. En fait, on pourrait imaginer. La personne qui dit c'est Minority Report, c'est jugé avant le délit, mais nous, on ne demande pas d'être jugé. Là, il n'y a aucun jugement. Nous, pourtant, le niveau de harcèlement et de stalking, il était over 9000. Nous, on s'en bat les couilles. Nous, on veut que la personne ait les moyens d'être aidée, en fait. Ce n'est pas un jugement. On ne veut aucune punition. On n'en a jamais voulu. Et là, le but, c'est de pas dire cette personne m'a harcelé, faut qu'elle soit jugée et punie. Le but, c'est que la personne, que son entourage soit au courant, et son entourage, là, a réussi à l'accompagner. Et de fait, par exemple, il y a des cas où l'entourage ne suffit pas, par exemple. Là, il se trouve que, par chance, cette personne, il était entouré de gens qui ont réussi à l'aider. Mais des fois, il y a des gens, ils sont, par exemple, totalement seuls, aucune famille, aucun ami, parce qu'en plus, avoir des états psychotiques comme cela, ça peut très largement t'isoler et tout le monde t'a abandonné. Donc, du coup, là, c'était juste un coup de chance qu'il était bien entouré. Genre, donc, ça aurait pu très mal se passer, tu vois. Et donc, du coup, ça voudrait dire quoi? Que la seule option qu'il aurait eue, c'était les flics, alors qu'il y aurait pu avoir des instances intermédiaires qui, plutôt que le juger, viennent le voir, et c'est pas pour lui dire que c'est... Ou me défendre personnellement, parce que lui mettre une patate, ça aurait pas été malin. Bah oui, c'est ça. Et là, le but, c'est d'avoir des gens juste qui vont l'aider lui. On s'en branle même de nous, de machin, du truc, du moment qu'il est aidé, que la situation se résout. On s'en bat les couilles. Et là, nous, c'est juste un coup de chance qu'il avait des gens qui ont réussi à lui filer un coup de main autour. Vous savez, si la personne va mieux, je crois pas, j'en sais rien, mais j'espère. En tout cas, on n'a pas une nouvelle. Donc... Mais en fait, c'est un exemple. Mais en plus, moi, je fais 1m80, je suis un mec, et puis j'ai vécu des trucs dans ma vie qui font que c'est pas ça qui va m'empêcher de sortir dehors. Mais ça me rendait quand même un peu paro. Mais j'ose pas imaginer si j'étais une petite meuf d'1m60 et que parce que la personne faisait bien 1m85, 90 kilos, un truc comme ça. Hein. Facile. Hein. Donc déjà, il y avait une petite diff de gab entre cette personne et moi. Imaginez si j'avais été une petite meuf d'1m60, 50 kilos. J'aurais peut-être arrêté
arrêté d'aller au sport. Parce que je me suis dit, cette personne est dans ma ville, je sors plus sans un autre homme, sans être au moins deux. Donc c'est pour ça, en fait, on peut vraiment comprendre comment ce genre de situation est effectivement infernale. Mais d'un autre côté, t'appelles les flics, ils se foutent un peu de ta gueule. T'es là, oui, du coup, j'ai un fan de Twitch. Enfin, va expliquer ça. Tu vois, c'est ce qui s'est passé avec je crois qu'il y avait Kayane qui avait eu ça, avec Ultia, tu vois. C'est ce qui se passe aussi avec plein de streameuses, quasiment toutes les streameuses, mais je pense même les streamers, tu vois, souvent, c'est ça. L'enfer, c'est que tu te retrouves dans des trucs, dans des logiques. Mais je pense que c'est très Twitch aussi, comme histoire, très YouTube, très Twitch. Ouais. Mais c'est terrible parce que tu veux pas d'un côté, enfin tu vois bien que ces gens-là vont pas bien et ont clairement, enfin genre il y a des fois des gens un peu chelous avec le parasocial, mais là c'est plus du parasocial, là c'est vraiment un truc d'attachement, de solitude, de tristesse. Et tu sais très bien que, enfin moi je crois ni en la prison, ni en l'HP, ni en la police. Je sais très bien que c'est pas ça qui vont faire que ces gens vont aller mieux derrière, quoi. Donc je suis très heureux que ce soit passé avec un ami qui a prévenu la famille, avec la famille qui a l'air consciente et qui veut aider. Et j'imagine que du coup c'est ce que peut-être que cette personne va un peu mieux aujourd'hui, je l'espère en tout cas. Mais putain, si seulement il y avait moyen, c'est de trouver des trucs, un entre-deux, tu vois, un machin où tu dis putain, on pourrait peut-être résoudre des conflits et qu'on nous enseignait des très jeunes à chercher plutôt une forme de médiation pour dire là il y a un préjudice, parce qu'on a envie tous on a envie des fois que d'avoir un jugement, on a envie de comprendre, on a envie de dire, on a envie de montrer que là on s'est fait voler, là on s'est fait agresser, etc. Mais s'il y avait des manières peut-être, tu vois, moins violentes de le faire, et je suis sûr que vous verrez que là, au niveau libération de la parole et niveau aussi facilité de penser, de se dire, en fait, j'ai le droit d'aller me plaindre. On a résoudre ça où c'est allé hyper loin et la personne était en incapacité de discuter. Je pense que dans des cas où tu as des gens en capacité d'avoir, parce que là, le gars, il n'était pas capable d'avoir une conversation normale, les gens. Et c'est quand même une situation qui est hyper difficile à gérer parce que c'était irrationnel. Donc s'il y a moyen de régler de l'irrationnel comme ça sans en passer par du flic et de la punition, je pense que à des gens qui sont rationnels, même s'ils ont fait de l'AD, je pense que tu peux aussi envisager de les régler comme ça, quoi. Tu vois. Et surtout, là, la vérité aussi, c'est que nous, s'il n'y avait pas eu ce coup de chance de la famille qui a géré le bail, le seul moyen qui nous était offert, c'était flic. C'était que ce gars, il soit dans une turbosauce potentiellement. Turbosauce qu'il ne méritait pas. Je veux dire, il était pas en contrôle, il était pas dans son état normal, il était pas en contrôle de lui-même, il ne méritait pas de finir en 11. Genre vraiment à aucun moment, quoi. Et nous, avec notre manière de voir le monde, la vérité, c'est que s'il n'y avait pas eu la famille, on serait pas allé voir les flics et le truc, il aurait grossi jusqu'à ce que peut-être on finisse par se battre avec lui. Ou que ça vienne dans un event public, un de nos events à nous, et que la sécu intervienne, ou j'en sais rien. La responsabilité individuelle est un mythe, c'est quelque chose que nous acceptons quand ça porte pas sur le crime. Je remarque dans mon livre que, par exemple, si on prend la sociologie de l'école de Pierre Bourdieu ou la sociologie de l'élimination sociale de Didier Héribon, il est montré qu'il existe, par exemple, statistiquement, une élimination. Plus de 20% des personnes incarcérées sont atteintes de troubles psychotiques, dont 7,3% de schizophrénie, 7% de paranoïa et de psychose hallucinatoire chronique. Mais oui, non, mais c'est pour ça, quand tu vois genre la plupart des gens qui sont en prison, c'est pas des gens qui ont eu des vies simples. D'ailleurs, on le sait, c'est pas les cols blancs qui finissent en tôle, et pourtant parfois en termes de préjudice à la société, parce que normalement la justice c'est ça, c'est que t'es censé aussi réparer la société. Bon, vous voyez que quand ils font des détournements d'argent ou qui financent des groupes terroristes en Libye, ils vivent pas exactement les mêmes peines que d'autres gens qui sont cassés depuis le début, qui ont des maladies mentales, qui sont pauvres et qui ont fini par être des violents. Bizarrement on les traite pas pareil. Systématique des enfants des classes populaires du système scolaire, et que les destins de classe et les destins scolaires sont beaucoup plus liés à la naissance et à l'habitus familial qu'à quelque chose qui s'appellerait le mérite individuel. Et il va de soi que quand vous dites ça, il semblerait absurde à quelqu'un de dire mais c'est quand même de leur faute s'ils ont raté le bac, ou ça n'excuse pas qu'ils aient pas passé l'ENA, ou qu'ils aient pas passé l'école normale supérieure, qu'ils aient fait une formation d'apprentissage, ou qu'ils soient devenus plombiers, etc. Il va de soi qu'il y a quelque chose dans l'objectivation des destins de classe qui sont fabriqués par la société, quelque chose qui lève la problématique de la responsabilité individuelle et du mérite, et que aujourd'hui dans la sociologie, l'idéologie du mérite est perçue comme une idéologie qui ignore
ignore les causalités sociales qui façonnent les comportements individuels. De la même manière, si vous pensez les goûts, les pratiques culturelles, les votes, les manières de s'habiller des gens des classes populaires, il est évident que si vous avez un enfant des classes populaires qui dépense 300 € pour aller à un concert de Shakira plutôt que pour aller épouser Wagner, vous n'allez pas dire c'est de sa faute. Vous n'allez pas dire elle est responsable de son élimination culturelle. Vous allez dire... Après, il y en a, malheureusement. Mais bon, c'est vrai qu'à gauche, ça va. Mais il y en a, pendant longtemps, ça s'entendait encore. Ça a été socialisé d'une certaine manière, que ça a produit des goûts, un habitus, etc. Et que donc vous trouvez que ça lève la problématique du mérite et de la responsabilité individuelle d'objectiver les conditionnements sociaux. Mais je constate que si vous faites le même raisonnement sur des actes catégorisés comme crimes, tout d'un coup, on est choqué. Si je dis par exemple, et c'est la vérité, 90% des meurtres dans nos sociétés, dans toutes les sociétés qui comptent les meurtres, sont commis chez les fractions précarisées des classes populaires. 90%. Même pas les ouvriers, les fractions précarisées des classes populaires. Même pas les ouvriers, en dessous. Les pauvres dans les pauvres. Et 90% des victimes appartiennent aussi à ces mêmes classes. Autrement dit, ils se tuent à l'intérieur de cette classe-là. 80% des victimes connaissent leur meurtrier. Donc ça fait partie de la vie quotidienne. 90% des victimes connaissent leur meurtrier. De logique de la cohabitation, de la violence, de plein de choses. Tu sais, c'est le fameux truc de, à chaque fois, les gens, ils ont peur des quartiers populaires et des cités de France ou je sais pas quoi. Ils vivent pas dedans. Tu sais, c'est toujours ce truc de, il y a eu des coups de couteau. Ben oui, mais ils s'entretuent, en fait. Les classes populaires qui sont dedans, ils s'entretuent. Donc c'est pas toi qui vis dans un village à la con et qui vote Rassemblement National qui un jour va te faire tuer pour une histoire de drogue, en fait. Bon, après, quand t'habites vraiment à côté et que oui, mais souvent les gens, ils aiment trop s'inventer une life en mode, ah oui, c'est ultra violent, je suis plus en sécurité, alors que tout ce qu'ils vont, c'est ils vont au Monoprix de leur quartier où le seul gars un peu dangereux, il est là à dealer des cartes Pokémon, quoi. À partir de ce moment-là où vous objectivez que l'homicide s'inscrit dans des conditionnements sociaux, si vous acceptez ce raisonnement pour la réussite scolaire, pour les pratiques culturelles, il n'y a aucune raison qu'on n'accepte pas ce raisonnement pour les crimes, pour les homicides, pour les agressions, pour les braquages, etc. Le problème, c'est que dès qu'une action est catégorisée comme meurtre ou comme crime, tout d'un coup, on a du mal à tenir le raisonnement sociologique. Et c'est comme si le code pénal n'était pas seulement un code qui nous interdisait de commettre un certain nombre d'actes, mais comme si c'était un code qui nous interdisait de penser sociologiquement un certain nombre d'actes, qui nous disait ces actes-là, tu ne dois plus les penser sociologiquement. À tel point que je me demande à un moment dans le livre, est-ce que si l'échec scolaire était un délit, la sociologie de l'école de Bourdieu aurait pu voir le jour? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bah déjà que c'est dur à faire accepter à plein de gens de droite et même à des profs de gauche. Ah gros. Déjà que c'est dur à faire accepter. Est-ce qu'on n'aurait pas dû, mais si tu excuses un délit, tu excuses un crime, etc. Et donc à partir du moment où on montre effectivement les conditionnements sociaux qui sont à la racine de la production des comportements, on déplace l'enjeu. Et c'est là qu'il y a une rupture entre l'abolitionnisme et le punitivisme. De la même manière que là, on vient de dire qu'il y a une opposition sur la question du temps, il y a une opposition sur le référent pertinent de l'action humaine. Est-ce que, comme dans le punitivisme, on fonctionne par un atomisme, c'est-à-dire c'est les individus qui sont responsables de leurs actions, ou est-ce que, comme le pensent les abolitionnistes, c'est les situations sociales qui sont productrices de comportements, des situations relativement régulières, typiques, qui se reproduisent à travers le temps et qui font qu'en fait, la propriété de l'action humaine, c'est beaucoup plus que les gens sont pris dans des situations et qui vont produire des actions à cause de ces situations. Ce qui fait que quand quelqu'un vous blesse, peut-être pensez-moi en termes, cet individu me fait quelque chose, mais quelle situation a fait que ce comportement s'est produit? Voilà. Vous voyez comment il faut penser? Comment tu veux défoncer ces arguments? Oh, plein de mauvaise foi sur un trait de cimetière, moi je le vois très bien. Ouais, mais en fait, oui, bon, après, c'est les mêmes qui disent François Fanon avait une femme blanche, pourquoi il parle? Oui, t'as raison. Mais oui, mais la galerie s'est fait groomer, donc oui. Ah bah oui, ah merde, ça marche pas là. Et donc penser comme un situationnisme et pas comme un atomisme. Et à ce titre, vous prenez un exemple. Situationnisme et pas atomisme. Qui c'est qui a parlé de situation aussi? Ah oui, c'est Simone de Beauvoir qui avait dit à Sartre, t'es mignon, mon mignon. Mais souvent, on est pris dans des situations, surtout quand on est une meuf. Après, Beauvoir, elle disait victime et complice. Elle disait victime et complice aussi, Beauvoir, quand on lui parlait de victime, frère. Après, gros, il y a plein de gens qui disent que Beauvoir, c'est de la merde maintenant. Donc bon, oui, c'est vrai. Oui. Dépente, pas ouf. Dépente n'est pas safe. Incroyable, qui est le film Anatomie d'une chute. Donc vous dites, le sujet, c'est la situation. Exactement, moi je pense. Excellent film à l'époque, d'ailleurs, quand on en avait parlé, tu te rappelles, quand on donnait notre avis, on disait ce qui est trop bien, c'est justement, c'est que tu sais pas. Et les gens étaient, mais si, tu sais très bien. Oui, de fou. Et les gens choisissaient par rapport à vous. Oui, est-ce que la meuf est horrible ou est-ce que c'est le mec qui est horrible alors que le film montre très précisément que c'est pas ça la question. Que Anatomie d'une chute est un grand film abolitionniste. Qu'est-ce qu'il est beau. Et je pense même que l'un des explications du succès du film, c'est qu'il nous permet de faire une expérience morale qui est de comprendre une mort sans avoir
part d'affect, de répression ou de punition. Et je pense qu'à la fin du film, personne ne veut que le personnage joué par Sandra Hüller soit condamné et aille en prison. Il y a beaucoup de misogyne, si, je pense, quand même. Oui, non, mais après, là, il parle à partir de la gauche, et il parle à propos de la bien gauche. sûr. Je pense que sur la gauche, globalement, il a raison. Alors que le mari est horrible et elle a eu raison de le tuer. Ah, voilà, les gens. Voilà, c'est... Alors, vous n'êtes pas prêts, hein. En plus, justement... Attends, bon, vas-y, on va écouter ce qu'il dit. Vas-y, laisse. Même si jamais c'est elle qui a poussé son mari à travers la fenêtre, parce qu'on a compris à travers le film, en fait, que le déterminant de la mort de cet homme ne se situe pas dans une action individuelle qu'elle aurait produite, mais dans la situation du couple. En fait, mon idée, c'est que le film Anatomie d'une chute, il fonctionne, pour ceux qui l'ont vu ou qui s'en souviennent, par des allers-retours permanents entre deux scènes. Il y a la scène pénale du procès de Sandra Hüller, dans lequel le personnage joué par le procureur, par Antoine Reinhardt, l'accuse en permanence et se pose des questions individualistes. Est-ce qu'elle est colérique? Est-ce qu'elle est lesbienne? Est-ce qu'elle lève la voix? Est-ce qu'elle était jalouse, etc. Donc il va individualiser le problème pour le centrer autour d'elle. Et puis dans le même moment, le film fonctionne par des allers-retours vers la situation du couple. L'enfermement à deux dans le chalet, le fait de se couper de ses amis, le fait d'avoir dans un état de tension permanente, le fait d'être jaloux l'un de l'autre, etc. Et qu'en fait, cette situation du couple, cette situation d'enfermement, cette situation de tension permanente qui est liée à la situation du couple et à l'enfermement conjugal, fait monter un niveau de tension tel qu'à un moment, boum, quelqu'un tombe par la fenêtre. Mais au fond... Voilà, donc qu'elle l'ait poussé ou qu'il se soit suicidé, c'est la même situation qui est arrivée au même résultat. On s'en fout de savoir si elle l'a poussé ou non. Et puis... C'est que la relation était tellement toxique que soit elle l'a tué, soit il s'est désuicidé. Donc dans les deux cas, c'est grave. Et les gens ne comprennent pas ce film. C'est parce qu'il était jaloux que c'était une grande autrice. Oh, c'était en mode, oh les gens... Ah ouais, il caricature tellement le film. Et puis les gens oublient l'acte de vie final du choix du gamin, qui est pour moi aussi le message politique de ce film, quoi. L'acte de vie de l'enfant. Le gamin qui est en mode, bon, au final, vos histoires, vous me saoulez, moi je veux vivre. Il choisit sa mère, il choisit la vie. Il choisit sa vie, frère. Il est en mode même, et pourtant il sait, c'est lui qui a eu le témoignage du daron, comme quoi il allait mal et tout. Il sait que sa mère est pas innocente, mais il choisit d'avancer avec elle. C'est ça, et il la vit pas comme innocente, sa mère, mais il choisit la vie quand même. Il est aveugle, il voit plus que les autres, il voit l'amour, il voit ce qui va lui manquer, il voit qu'il a déjà perdu son père, donc il veut pas perdre plus. C'est trop beau, les gens, c'est juste à tomber de beauté ce film. Fond, qu'il soit tombé par la fenêtre à cause d'un accident, à cause d'un meurtre, à cause d'un suicide, devient moins pertinent des revues d'une lecture sociale où on comprend que ce qui l'a tué, c'est la situation du couple, c'est la situation de ce chalet. C'est qu'est-ce que ce chalet représente pour leur enfermement à deux et pour la crise conjugale qui s'est produite. C'est intéressant parce que ça montre que penser de façon abolitionniste, ça permet de montrer le caractère quasi, comment est-ce qu'on pourrait dire, simpliste des catégories juridiques. Je dis à un moment, si on est du côté de la justice, il y a une opposition pertinente qui est entre meurtre et suicide. Est-ce qu'il s'est jeté par la fenêtre ou est-ce qu'il a été tué? Parce que vous regardez à minute -1, est-ce que quelqu'un l'a poussé ou est-ce qu'il s'est jeté tout seul? Mais si vous pensez d'un point de vue sociologique et dynamique, la distinction, elle n'est pas très intéressante. Parce qu'il y a des suicides qui sont des assassinats de situation, parce qu'il peut y avoir un ensemble de comportements agressifs, toxiques, méchants, qui poussent quelqu'un à se tuer. Vous ne l'avez pas poussé au dernier moment, mais il y a eu tellement de rituels qui l'ont poussé à se tuer qu'entre le suicide et l'assassinat, la frontière, elle est très faible, en fait, quand vous pensez en termes France Télécom, hein. Trop fort de situation. Et donc, quand vous avez une capacité à penser de façon situationnelle et sociologique, en fait, vous pouvez assigner l'origine des comportements blessants dans les situations partagées et pas dans des responsabilités individuelles. Et ça, c'est très important, et je le dis politiquement, parce que ça permet des systèmes d'identification, de protection et d'aller vers l'avenir. Si jamais vous êtes dans une lecture pénale, c'est une femme qui a tué son mari et vous l'enfermez. C'est une lesbienne refoulée, c'est une femme colérique, c'est une auteure prétentieuse, etc. Si vous faites une description sociologique de la situation qui produit des mises à mort, eh ben vous pouvez avoir des couples qui regardent le film et qui se disent « je suis en train de vivre ça ». On est en train de se haïr tous les deux, on est enfermés tous les deux, on s'est coupé de tous nos amis, on est en train de s'engueuler tous les soirs, etc. Notre relation est devenue une telle tension, un jour il va me jeter par la fenêtre, ou un jour elle va me jeter par la fenêtre et il faut qu'on se sépare. Et donc vous avez un processus d'identification qui est possible à la situation, qui fait que vous pouvez prendre des mesures dans votre propre vie pour pouvoir vous protéger de la logique de la violence. Je cite Justine Triet qui dit... Tiens, je me demande ce qu'on pourrait faire quand on se rend compte de ça. Ouais, genre quitter la personne quand elle est trop toxique. Ouais, je vois pas. Ouais, bizarre. Quand elle a reçu les BAFTA, une femme qui l'a arrêtée dans la rue et qui lui a dit j'ai envoyé votre film à mon ex pour qu'il comprenne pourquoi je l'avais quitté. Et c'est intéressant parce que je me suis dit ça veut dire que cette femme a C'est drôle.
Putain, ça veut dire que tu reçois le film, il y a une meuf qui était en mode wesh, ça veut dire j'ai failli mourir. Tu dois transpirer, tu dois être en mode ah oui, bon après, peut-être tu comprends pas. Tu sais, tu regardes le film, tu dis mais du coup, elle l'a tué ou pas? Ah oui, le mec comprend pas, du coup c'est elle ou pas? Trop nul le film, il répond pas à la question. C'est comme Inception là, avec la petite toupie, j'ai pas compris. Tu sais, le gars con quoi. Reconnu que dans son couple, ils étaient en train de s'installer dans une situation qui les mettait en danger. Et le film a permis une identification qui a permis de corriger la situation et qui a permis de protéger d'autres vies. Et ça, c'est intéressant parce que là, on est dans un cas d'un film où c'est la femme qui est suspectée et l'homme qui est victime. On sait que dans les couples hétérosexuels, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les hommes qui tuent les femmes. Et je pense que l'une des stratégies qu'ont trouvé Harari et Trier, c'est d'inverser la scène pour nous permettre de penser sociologiquement, parce que quand c'est un homme qui tue une femme, on va plutôt penser en termes de masculinité, de fémininité. Eh oui, intéressant ça. Féminicide, etc. On sait qu'il y a beaucoup de féminicides. On sait qu'il y en a 200 par an en France depuis 20 ans. Et on sait qu'il y a eu 6 lois dans les 10 dernières années qui ont aggravé les peines pour les féminicides, qui ont renforcé les peines, qui ont renforcé l'appareil répressif. Et vous avez toujours une même stabilité du nombre de féminicides. Donc c'est une preuve que l'aggravation de la répression pénale n'a pas diminué la quantité de féminicides, parce que précisément l'aggravation de la pénalité a renforcé la lecture en termes d'individus qui commettent des actes, soit parce que c'est des hommes violents, soit parce que c'est des hommes toxiques, mais dans une forme d'individualisme abstrait, plutôt que de les penser en termes de situation, en termes de comment fonctionne le couple hétérosexuel, la dépendance économique des femmes par rapport aux hommes, la jalousie, la fidélité, l'installation à deux, plein de choses qu'on ne sait pas parce qu'on les étudie pas, et que en fait, il y a quelque chose dans la réaction pénale au féminisme. C'est là que tu vois aussi, parce qu'il avait écrit sur l'amitié, tu sais, en plus de son point de vue, où tu te dis, quand tu vois le truc, tu te dis, ah oui, l'homosexuel, avec son troupe polyamoureux et ses potes, oui, très bien, mais ça s'applique pas au reste des gens. Mais là où tu vois sa cohérence de sa pensée, c'est que c'est ça aussi, c'est que lui, il est en mode, au fond, on n'analyse pas le modèle de la famille, le modèle du couple, les enfermements que ça suppose et tout, etc. Bah, l'hétéronormativité. Donc, au fond, et tout, on ne parle pas de la violence. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, vous avez, quand on a commencé, il y en a certains d'entre vous qui nous engueulaient en disant ouais, c'est bizarre, ça sent un peu backlash, ça sonne un peu backlash, tout ça. Et au final, vous voyez que c'est quelqu'un qui vous dit, vous ne pensez pas les vrais trucs qui font que les gens ils se font du mal. Et pareil, ils se font du mal. Alors heureusement, tout le monde ne tue pas son compagnon ou le pousse au suicide. Mais c'est des trucs, je pense qu'on a tous et toutes vécu ici. Féminicide, qui est l'une des explications de la permanence du taux des féminicides, alors qu'une pensée à terme de c'est la justiciabilité des féminicides qui ne marche pas plutôt que l'intensité de la répression qui n'a rien changé. Mais c'est les deux. Mais pourquoi pas mais parce que la justiciabilité, la réponse qui a été donnée, c'est la répression. Et la répression ne marche pas dans ce cas-là, comme elle ne marche pas dans les autres cas, en fait. Bah oui, c'est il n'y a pas de contradiction entre le fait de dire que la répression ne me permet pas de les empêcher. Ça ne veut pas dire que moins de répression les empêche. Bah oui. Et puis il montre dire que la solution est ailleurs. Il montre et c'est pas le. Encore une fois, vous faites des contradictions là où il y en a pas. C'est pas le seul. Il y a beaucoup de féministes qui en parlent. Comment la répression au final sert l'extrême droite et l'instrumentalisation du féminisme par l'extrême droite. Et encore une fois, dure, punitive, répressive, et qu'au final, et faut le ça ne protège pas tant que ça les femmes. Dire que la répression ne marche pas. Plein de meufs qui vont se dire, je vais pas aller dénoncer mon conjoint parce que la police va le terminer. Bah ça, quand Ouria Boutelja a expliqué ça il y a 10 ans, je sais pas combien de temps, elle s'est fait cancel. Donc bon. Mais ça c'est autre chose. Oui. Mais surtout, encore une fois, il n'y a pas de discours de dire que comme la répression ne marche pas, les violences ne sont pas graves. Personne d'abolitionniste ne dit ça. Vraiment, il faut se sortir de la tête de croire que parler de l'inefficacité de la répression, c'est dire qu'il n'y a pas de problème. Il faut se sortir ça de la tête. Vraiment, hein, c'est vraiment, c'est pas possible parce que là, tu peux. En fait, ça ressemble aux gens en mode, tu leur dis, il faudrait que les CRS ils arrêtent d'avoir des LBD et que vous répondiez, ouais, mais les casseurs quand même, ils vont casser un truc. Oui, c'est ça. Faut qu'il y ait des LBD quand même. De prendre différentes situations possibles qui occasionneraient ce type d'acte-là permettra à des gens de s'identifier, de corriger. Baisser les peines pour féminicide, c'est impossible à défendre politiquement. Bah, du coup, défendez l'abolitionnisme. On réfléchit autrement au mythe de la responsabilité individuelle dans le crime. Mais surtout que la vérité, c'est que si tu baisses juste la peine dans un système répressif, bah, ça change rien parce que le système, il est toujours répressif, qu'il le soit un peu plus ou un peu moins. C'est pas ce qui est dénoncé. Bah oui. C'est là où vous pensez mal. C'est à la limite, dans le cadre de la social-démocratie, de gratter 100 balles sur un SMIC. Bah, tu peux dire que tu légitimes toujours le capitalisme, que tu légitimes le salariat, machin, mais n'empêche que tu as gratté 100 balles.
global. Donc, ok, tu peux te dire que c'est de la petite pommade sur une plaie ouverte, mais c'est quand même 100 balles en plus. Donc, je pense que c'est ce qu'ils se disent, Raz, dans ce cas-là. Hein. Je pense que c'est ce qu'ils se disent. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont abdiqué par impuissance en se disant en vrai, vaut mieux qu'il soit puni 8 ans que 6 ans que rien. C'est pour ça que je dis que ce que réclament les abolitionnistes, c'est pas de baisser des peines pour des féminicides. Justement, quand tu réfléchis dans ce cadre-là, la question, c'est ce qu'il réclame lui, c'est pas de dire faut être plus gentil, c'est de sortir de ce mode de pensée. C'est dur de réfléchir de manière réformiste en termes de punitivisme dans le truc, genre c'est ça le problème. Et d'ailleurs, ça serait même un contre son camp, parce que tu le vois, le Parti socialiste qui sont en mode on a réussi à gratter 20 € 50 centimes, on est la vraie opposition à Macron, à quel point ça les sert à se légitimer. Oui. Donc c'est là que tu vois à un moment donné aussi les petites pommades et tout, mais surtout en termes d'abolitionniste, tu réfléchis pas comme ça. Genre t'es pas dans ce paradigme-là de vouloir réformer le punitivisme. Genre, c'est le fonctionnement punitiviste, que ça soit 8, 10 ou 12 ans, de toute façon, ça n'est pas efficace. Quoi. C'est très important. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Réagir à la violence, comme le féminicide, non pas par des peines plus lourdes, mais par une politique féministe, par exemple. Une politique libertaire sur le couple, une critique de la conjugalité, une critique de la fidélité, une critique de la maternité. Qu'est-ce que ça voudrait dire de substituer à une lecture pénale une lecture libertaire? Et je pense que ça, ce serait quand même quelque chose de très important et qui sauverait... Là, par contre, je pense que là, il a perdu tellement de gens. C'est ça qui me fascine. Mais alors qu'il a raison, c'est ça le plus drôle. Mais en vrai, les gens, genre, on en vient à ce truc de Dany et Raz, ils regardent ça, c'est dans un intérêt cynique, comme si on n'avait pas passé notre vie à sucer l'abolitionniste. Genre, tu sais, il y a aussi ce truc de chercher le cynisme dans la défense, être anti-punitiviste pour les gens de gauche qui sont matrixés par ça. C'est cynique et dans ton intérêt. Genre, toujours, c'est toujours ça. Genre, oui, alors en fait, en plus, moi, il faut le dire, je l'ai déjà dit, mais moi, si je suis contre ces trucs-là, c'est pas pour des histoires ici ou là qui me concernent. Moi, c'est juste même ne serait-ce que par rapport à ma mère, en fait. Déjà et avant tout. Mais ça, gros, moi, qui m'a rendu de gauche. S'en branle, gros. Genre, mais sauf que, mais en fait, moi, je remets, parce qu'il y a trop de main caractère complexes. Moi, je remets l'église au centre du village, frère. L'église au centre du village, moi, si je le suis, c'est par rapport à ma daronne, c'est tout. C'est ça qui m'a politisé. Explique aux gens qui n'ont pas lu le texte, je pense. C'est que si je réfléchis de manière punitiviste, ma mère aurait dû aller en tôle. On m'a proposé d'ailleurs des fois. Bon allez vous faire foutre. Voilà, c'est tout. Mais c'est que des idées. Ah bah non, du coup, non. Ah bah non, c'est pas que des idées, du coup. Vous avez des livres qui parlent de ça, et allez lire La Gannerie. Très très bien, déjà pour commencer. Sinon, vous avez Gwenola Ricordo, qui est une féministe matérialiste qui parle de la question de la prison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Morgane Merteuil. Je vous renvoie à l'interview aussi de Morgane Merteuil. D'ailleurs, en général, les féministes qui invitent Wissam, il y en a pas mal débasés. Sinon, Françoise Vergès aussi, elle a écrit sur ce sujet. Ouria Boutelja, bon là, c'est la sorcière absolue sur ce sujet, mais mine de rien, elle a pas mal parlé de ça aussi. Enfin, allez regarder, de toute façon, vraiment, c'est pas ce qui manque. Vous avez Sarah Faris. Parce qu'en fait, là, faut bien comprendre une chose, c'est que La Gannerie, c'est auteur de point de vue, c'est justice pénale. On parle pas des petites histoires du milieu militant, là. Par contre, Elsa Dec-Marceau, c'est ça parle plus de ça, des pratiques punitives communautaires. Il y a La Fabrique aussi, il y a eu le Clara Serra aussi, oui. qui est stylé. En fait, vous avez plein de trucs. En plus, c'est des trucs qui peuvent parfois avoir des avis différents sur le sujet. Mais ouais, de toute façon, on a beaucoup à apprendre de ces sujets-là. Il y a beaucoup de choses. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que surtout, on pense, quoi. Et là, surtout, on déplace la fenêtre d'Overton au lieu de... Parce qu'en fait, moi, je comprends. Ce que je vois quand même beaucoup, même de certains du chat, tu vois, je parle pas des gens d'une mauvaise foi absolue, mais c'est que t'as un peu ce truc de, la logique de, on prend ce qu'il y a à gratter, quoi. Et je vois comment tu dis, la justice marche pas. Et en plus, vous vous servez de nos souffrances pour dire, ah oui, non, mais quand même, c'est pas bien. Tu sais, c'est un peu énervant. Déjà, il y a rien qui fonctionne. Et le seul moment où toi, pourrais ressentir un peu de justice, on te dit arrête, c'est pas bien, c'est un peu violent. Mais c'est ça, moi je trouve aussi qui est dur quand t'es de gauche en vrai. C'est que très souvent, t'es victime de plein de trucs dans ta vie. T'es discriminé, t'es dominé par des tas de trucs et tout, qui te font du mal. Et en plus, vu que t'apprends, que tu lis, que tu t'intéresses, que t'essayes de comprendre qu'est-ce qui t'a amené dans cette situation, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu pourrais utiliser et qu'en fait, faut pas que tu les utilises parce que c'est pas bien aussi. Et que ta tolérance, tu dois l'avoir pour et toi-même qui est victime de quelque chose, mais tu dois l'avoir aussi
aussi pour les dominants, pour celles et ceux qui t'ont mis dans cette merde-là. Et c'est ça aussi qui est dur, je trouve, quand t'es de gauche, mais qui pour moi fait partie aussi de un peu la grandeur de l'être aussi. La difficulté de l'être et de la grandeur de l'être, quoi. Dans le bouquin, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il a des tas d'exemples pour montrer que on a augmenté la répression, on a augmenté la peine, on a augmenté le nombre de condamnations, et en fait, ça n'a rien changé. Le taux, il est stable. Donc, ça ne marche pas. Vu que ça ne marche pas, pensons autre chose. Mais ça, en fait, c'est le tabou. Et en fait, du coup, on s'enfonce dans des solutions imaginaires qui marchent pas. Et là aussi, il y a une forme de reproduction de son impuissance politique, tu vois. C'est-à-dire qu'au lieu de réclamer à ce qui est de l'aide, des fonds, de l'écoute, du machin, en fait, tu renforces le système répressif. Et au final, ce système répressif, surtout, c'est les mêmes qui trinquent à la fin. Parce qu'au final, regardez, quand l'agresseur en question, c'est un ministre, est-ce qu'il la craint, la justice seulement? Par contre, comment ça a été utilisé dans l'histoire, pourquoi il y a un certain nombre, par exemple, d'afroféministes qui sont ultra en colère contre une partie du féminisme blanc? C'est aussi parce que très souvent, leurs mecs, et elles aussi, ont été cancel. On a dit, ouais, mais non, mais lui, il m'agresse, oui, mais machin. On a dépeint leurs compagnons de vie comme des violeurs sur pattes, comme des trucs. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a cette résistance-là, cette méfiance vis-à-vis de ce truc-là. Et je pense qu'aujourd'hui, un mouvement comme Némésis est l'incarnation que ça. Némésis, je sais que Némésis, on se dit, c'est pas des vrais féministes, mais en vrai, c'est des féministes qui s'approprient les moyens de lutte du féminisme, qui s'en servent, qui réclament et qui l'utilisent, qui l'instrumentalisent pour réclamer de la répression et pour mettre en place des discours suprémacistes et racistes. Vous le voyez bien. Et c'est pour ça que... Et d'ailleurs, quand elles vont en manif, elles sont protégées par la police. Donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et je pense que demain, dans un monde où Marine Le Pen, bon, peut-être pas elle, du coup, vu qu'elle est... mais dans un monde où le RN arrive au pouvoir, le truc des Lucille Pétavin, là, qui est de nous dire la sororité, sœur de condition, mais pas de conviction, là. Vous voyez bien, avec Némésis qui prend de plus en plus de place à droite, qui est là à faire des photos avec Retailleau, qui se fait accompagner dans les manifs. Vous voyez bien ou pas comment demain, ces personnes-là pourraient se retrouver en responsabilité? Et vous savez le discours qu'elle propose sur la justice, sur la répression. Donc là, il y a un piège dans lequel il faut pas tomber. Les gens qui disent Némésis féministe, je ne l'admettrai jamais. Je vous invite à aller voir le dernier entretien de Wissam avec Charlène Caldera-Eo, exactement, qui expliquait que ce qui était dur à penser pour le féminisme, c'est par exemple le Women of Ku Klux Klan, les meufs du Ku Klux Klan, par ailleurs de leurs revendications suprémacistes, accompagnées des revendications progressistes, féministes, au service des blanches, évidemment. Elle l'explique 100 fois mieux que moi, donc allez voir l'entretien. Et c'est pas pour dire que, comme il y a des racistes qui ont défendu des trucs féministes, les trucs féministes sont pas bien. Mais vous irez voir ce qui est dit. Allez voir l'entretien, il est trop bien. Elle explique tout. Sur la question du voile, sur son parcours militant, comment elle a vu l'islamophobie de certaines féministes, comment elle l'analyse, sans juger, sans être... Enfin, l'entretien est trop bien, quoi. Le féminisme civilisationnel de Françoise Vergès, dans le féminisme décolonial chez La Fabrique, oui. Mais parce que là, je vois qu'ils me disent rien à voir, Dany, mais si, justement. Rien n'a jamais à voir avec eux. L'appropriation du féminisme, les gens, c'est pas moi qui dis ça, c'est pas Dany Caligula sur sa chaîne Twitch. Pour Némésis, c'est juste un prétexte. Mais non, en fait, les gens, vous pensez mal en pensant ça. Le truc juste un prétexte, vous pensez mal, les gens. Genre, en fait, arrêtez. C'est de la folie. C'est pareil avec les LGBT, mais oui. En fait, c'est juste, moi, je pense que en fait, des fois, vous avez trop été biberonné et vous êtes trop, par culpabilité, moi, je pense, vous êtes trop tombé dans des discours féministes libéraux. Et du coup, vous pensez mal cette question-là parce que vous avez culpabilisé. Donc, en fait, vous vous dites, c'est comme ça qu'on doit penser. Et en fait, dès que on vous parle d'une autre manière de le penser et qu'on vous rappelle des gens qui sont clairement à la pointe sur ces sujets-là, en fait, vous avez du mal à l'accepter parce que vous avez vu une vidéo de merde sur Combini qui vous a dit vous avez été un peu essentialiste, quoi. Et sur l'argument moral, ça vous a vite convaincu, c'est tout. Vous avez été, ah oui, c'est vrai, c'est pas bien. Vous en êtes un peu voulu. Surtout les mecs, je pense. Là, moi, ce qui m'inquiète vraiment, en tout cas dans les milieux qu'on voit surtout nous, donc les milieux internet, militants, étudiants et tout, moi, c'est pas tant au fond le punitivisme parce que je pense que le message, il passe. Même si les gens, ils captent pas, il passe. Moi, c'est l'essentialisme, gros. Moi, c'est ça qui me... Vraiment, c'est le truc, moi, c'est vraiment ce qui me marquait, c'est les gens en mode les merdes. C'est vraiment, t'as les déconstruits et les merdes. Je l'ai mis un peu dans le texte, je sais plus comment je l'avais formulé, mais c'est vraiment, c'est là que tu vois qu'ils pensent de manière binaire morale. Genre, c'est vraiment, il y a, nous, on est les bons, on est moralement
moralement supérieurs et les autres, c'est des... Et ça se voit puisqu'ils disent les merdes. Ils utilisent vraiment le terme t'es une merde, t'es une... Boumette, gros, j'ai vu ce qu'a pris Boumette dans la gueule. Les gens, c'était vraiment leur rhétorique. Tu as fait ça, t'es qu'un ennophobe. Genre, ça y allait, quoi. Genre, et c'était en mode, mais c'est pas possible. Genre, moi, c'est ça qui me sort vraiment. Et j'ai l'impression qu'à gauche, ça, c'est un truc là, va falloir... Parce que ça, c'est le plus gros CSC, ça. Et en plus, pareil, même pour défendre les gens, tu vois. Du coup, ils victimisent à mort, ils imaginaient des situations. Tu te rappelles, enfin, moi, j'ai vu des gens qui, pour m'attaquer, étaient en train de dépeindre. Christa, comme on aurait dit, c'était une clocharde, gros. Genre, qu'elle venait, tu sais, je l'ai récupérée sur une bouée en mer, quoi. Tu sais, pour que ça rentre dans leur logiciel du blanc dominant Pathé Gaumont. Et je me disais, mais le degré de racisme et de sexisme de ces gens-là, c'est une folie. Mais par essentialisme, quoi. Mais parce que ça va dans leur narratif. On va faire un Zawa Talk qu'on va inviter, tu sais, des Françoise Vergès, Morgane Merteuil, je sais pas, mais en tout cas, trouver des gens pour parler de ce sujet dans un Zawa Talk. Et vraiment des féministes basés, qui ont les datas, ont les exemples en tête, parce que même nous, tu vois, on les a pas tant que ça. Danis fait quand du coup, le féminisme n'est plus central. Ah oui, là, on vient de dire, le féminisme n'est pas central. Et surtout, on n'a jamais critiqué ce truc-là, on n'a jamais eu... Mais c'est ça, moi, qui me rend fou. Ça me fait trop rire, mais vous pouvez réécrire l'histoire. Allez regarder Réponse à Internet 2018. Il y a des gens, je comprends que toi, tu as fait une blague, mais il y a des gens, ils disent ça premier degré, qui disent que depuis 2 jours, avant, on était des wokistes décérébrés. Et c'est marrant, et après, ça dit, mais en fait, ça a toujours été un boys club antiféministe. Tu sais, genre, c'est le truc de on a toujours été un boys club antiféministe. Oui, c'est trop bizarre. On critique le féminisme que depuis là, même si on a toujours été antiféministe, mais un boys club. Donc bon, c'est marrant. Oui, bah oui. Genre, on serait vraiment antiféministe si gros, on était en mode, ouais, c'est bon. De toute façon, c'est du mensonge. On n'y a jamais cru. Non, mais gros, en fait, des discours antiféministes sur le sujet. C'est à cause du féminisme qu'on en est là. Moi, c'est pas à cause du féminisme qu'on en est là. C'est à cause de l'essentialisme, c'est à cause du moralisme, c'est à cause du punitivisme, c'est à cause de. Enfin, c'est ça, nous, on identifie les problèmes. Non, mais gros, enfin, des discours anti. Là, avec Cassandre, on a fait une vidéo, je sais pas s'il l'a mis en best-of, sur un mec de Sciences Po qui fait un bouquin antiféministe à partir de Sciences Po et matrixé par MeToo, etc. Et genre, enfin, moi, à un moment donné, si tu ne vois pas la différence entre une critique de droite antiféministe du sujet et ce que nous on dit, c'est juste de la mauvaise foi que tu fais exprès, et qu'à un moment donné, bah tant pis, genre, enfin voilà quoi, genre, c'est à un moment donné aussi, faut arrêter de se battre. Voilà, le mec le moins trustable au monde, pour ceux qui étaient là pendant le live, genre voilà quoi, genre si vous n'êtes pas capable de faire oui, on dirait on a écrit le livre de Caroline Forest là, tu sais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que des gens ont des bides de l'association masculine, c'est l'essentialisation. Bah non. Non, mais c'est ce que t'en fais. C'est ce que t'en fais. Si tu dis les gens ont une socialisation masculine et ça leur crée des biais et tout, bah tout le monde va être d'accord avec toi. Par contre, si tu dis du coup c'est pour ça que je ne peux pas faire confiance à une meuf trans quand elle me dit, quand elle me gueule dessus que je suis pas assez pro-palestinienne pour elle et qu'en fait là ce qu'elle est en train de me faire c'est un comportement de mec toxique et que c'est lié à sa socialisation primaire, bah oui là c'est de l'essentialisation. Et cette situation est arrivée beaucoup de fois. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu sais de comment fonctionne le monde aussi? Est-ce que tu l'utilises pour dire moi je suis meilleur que les autres, j'ai compris un truc et je pense que vous êtes des merdes? Ou est-ce que t'es en mode putain c'est complexe quand même et globalement tout le monde se fait un peu baiser quoi?